Alors, c'est en 95 qu'est traduit en français le premier roman de Jonathan Coe, c'est Testament à l'anglaise. Pour l'auteur, c'est son 4e roman, mais celui-là a été suffisamment frappant pour qu'il ait droit à des traductions dans des tonnes de langues, je ne sais pas combien ça fait, et puis que désormais, chaque fois qu'il est question dans un article ou dans un reportage de Jonathan Coe, c'est toujours précisé entre parenthèses par l'auteur du Testament à l'anglaise. Voilà. Ce livre avait été considéré à l'époque comme un pamphlet, enfin une satire plus exactement, des années Thatcher. Mais je l'avais vécu au moment où je l'ai lu plutôt comme l'expression d'une colère de ce qu'on peut faire contre un système social d'un pays, ce qui commençait en Angleterre dans les années 80, qui ne s'est pas arrêté à Mme Thatcher. Et il mettait en scène des personnes qui étaient motivées uniquement par le profit et qui réussissaient à prendre le pouvoir sur des leviers essentiels de la vie publique, en particulier la politique, les finances, les médias, enfin, etc. On en parlera tout à l'heure. Ce roman a été suivi de 10 autres traduits en français. Vous en avez la liste ici, je vous la repasserai de temps en temps. Il y en a qu'un qui est pas à sa place, c'est le 2e qui est paru en France. C'était un livre en fait qu'il avait écrit avant, La Maison du Sommeil, un livre très musicien. Et puis il y en a un autre non paru qui est paru il y a 15 jours. Il y a non traduit, je veux dire. Ce sont dans l'ensemble de gros romans, vous le voyez, avec beaucoup de personnages. Ces personnages sont assez bien campés, bien qu'on ne les connaisse absolument pas physiquement la plupart du temps. On connaît leur personnalité et par les interventions, ce qu'ils font. Ces personnages habitent pour la plupart du temps, ils sont de la classe moyenne et ils habitent le centre de l'Angleterre. Middle class, Middle England. Middle England est d'ailleurs le titre d'un roman de Jonathan Coe, celui qui a été traduit par le titre Le cœur de l'Angleterre. Titre qu'il aimait bien parce que justement je l'ai entendu le reprendre dans un entretien en anglais et soudain il a dit Le cœur de l'Angleterre. Ces personnages dans ces romans, je veux dire, il y a des livres qui sont plus intimistes et d'autres où, de nouveau, on fait un portrait social de la Grande-Bretagne. Les romans étaient des lieux, comme on dit, paraît-il. Et ce sont cette deuxième sorte de romans dont je vais parler. Ils sont tous écrits dans un style assez fluide pour rompre peut-être la monotonie du récit. Jonathan Coe utilise des changements de narrateur souvent. Il insère des lettres des personnages. Ça affine un peu la personnalité des personnages. Il insère des dialogues, pas trop, j'aime pas trop les dialogues personnellement. Il insère aussi des journaux, que ce soit presse ou journaux intimes. On a ainsi un meilleur portrait des personnages. Alors, le thème donc que j'ai choisi va me permettre de parler de je vais décevoir peut-être des personnes, de ceux qui sont soulignés en rouge. D'abord, Testament à l'anglaise numéro 11, vous les voyez, bien qu'ils soient apparus à 20 ans de différence. Puis ensuite ceux en vert. Et puis à la fin, je parlerai du dernier souligné parce que j'ai l'impression que je vais vraiment juste survoler. Mais je vous en dirai quand même 2 mots. Alors, d'abord quelques mots sur l'auteur. Il est né en 1961 à Birmingham. J'ai une carte d'ailleurs de ce cœur de l'Angleterre là. Il est né à Birmingham. Il a vécu son enfance, toute sa jeunesse dans la banlieue sud-ouest de Birmingham, une commune adjacente, comme presque toutes les choses de ses romans se déroulent. C'est toujours dans les banlieues sud de Birmingham. Il a fait ses études secondaires dans une école privée assez renommée en Angleterre qui s'appelle King William. À la sortie de cette école, il est allé à Cambridge et après il a fait une thèse dans une université, l'université de Warwick. Vous voyez Coventry, c'est juste dans la banlieue de Coventry, bien que Warwick soit une ville qui existe et qui soit plus au sud, ça s'appelle l'université de Warwick.
une thèse sur un satiriste anglais, Henry Fielding, pour ceux qui connaissent, l'auteur de Tom Jones et Joseph Andrews. Alors, il dit qu'il a toujours écrit. Il a même présenté à des éditeurs un livre quand il avait 15 ans, qui a été refusé. Et la lecture, jusqu'au lycée, disons jusque vers les 15 ans, la lecture, c'était les romans d'aventure, il ne lisait pas de littérature sérieuse. Son deuxième amour, c'est la musique. Il dit qu'il a toujours rêvé, mais en hésitant, d'être écrivain ou d'être musicien. Ses loisirs, dans son enfance et adolescence, il les passait devant la télévision. La télévision est un thème qui revient, enfin un thème si je puis dire. La télévision est très présente dans les romans de Jonathan Coe. Télévision, c'est essentiellement des années 70, on peut dire, et avec un tropisme pour les émissions comiques. Visiblement, il cite dans tous ses romans des noms de comiques. Alors, Monty Python, je connais, les autres, je ne les connaissais pas, je les connais toujours pas d'ailleurs. David Knopf, Morecambe and Wise, Morecambe et Wise, qui étaient tous les Noëls. Et pour lui, c'était les moments d'unité nationale. Il ressentait ça comme ça. C'était l'époque où il ne devait pas y avoir beaucoup de chaînes, et essentiellement la BBC, et il pensait que tout le pays était là à écouter ces gens. Il y a fait aussi sa culture cinématographique. Il a adoré regarder tous les films, très éclectique, si bien les films de série B, qui seront en sous-texte sous les 2 premiers romans dont je vais parler, et puis des films beaucoup plus ambitieux. Je vais vous lire un extrait dans 2 minutes où il parle de ça. Il va, après ses études à Cambridge, il va faire des boulots alimentaires, puisque son boulot, c'était ce qu'il voulait, c'était être écrivain. Mais il a écrit très longtemps des articles, des critiques de films dans les journaux anglais. Et il a écrit 2 romans qui sont cachés là derrière, pas des romans, excusez-moi, 2 biographies qui en fait étaient très illustrées en Angleterre et qui sont parus dans les éditions des Cahiers du cinéma, un sur James Stewart et un sur Humphrey Bogart. C'était son goût, Stewart, Bogart un peu moins, mais bon, c'était encore une fois, et c'est paru aux éditions du cinéma. Je les ai empruntés à la librairie des studios, ils sont à la librairie des studios. Alors, il a aussi écrit un texte qui n'est paru qu'en français pour les Cahiers du cinéma en 1998. Et c'est le début de ce texte qui est paru dans ce petit recueil de 4 textes. Il n'appelle pas ça des nouvelles. Le premier est très important pour moi, celui que je vais vous lire là maintenant, et puis les 2 autres sont des petites nouvelles. Bon, je suis pas très friand. Alors, ce texte qui est paru dans le Cahier du cinéma a donc été traduit en anglais, enfin, il avait sûrement une version anglaise lui-même, pour que ça soit dans ce recueil de nouvelles. Et ça raconte l'obsession de Jonathan Coe lui-même pour un film de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes. Film dont il dit toujours que c'est le film qui l'a le plus marqué, et qu'il ne le regarde plus très souvent. Mais ce film, tourné par Billy Wilder, durait 3 heures, et les producteurs ont imposé des coupures. Et c'est la version complète qu'il cherche, Jonathan Coe, dont il retrouvera quelques bobines plus complètes. Alors son obsession commence en 1972, il a 11 ans. Pour le premier petit épisode, il a le regard adulte de l'extérieur, il se regarde de l'extérieur. Un garçon de 11 ans, en vacances avec sa famille sur la côte des Cornouailles, s'arrête devant une boutique du front de mer pour regarder les livres de poche. Un titre accroche son regard, La vie privée de Sherlock Holmes. La jaquette est racoleuse. On y voit la découpe du Deerstalker, célèbre couvre-chef du détective, encadrer une femme à moitié nue. Le petit garçon est horrifié, moraliste en herbe, puritain avant l'âge. Il voue un culte aux aventures de Sherlock Holmes et il est atterré par ce qu'il considère comme un sacrilège. Il semblerait en effet qu'un vil marchand de soupe se soit emparé du génial détective pour en faire le héros d'épisodes érotiques louches. Le jeune garçon secoue la tête réprobatrice, affecté par la marche du monde. Le côté puritain et un peu timoré, c'est ce que Jonathan Coe pense de lui, ce côté un peu comme il faut, aimer être comme il faut. On saute en 1975, il a 14 ans. Un dimanche soir en tout point abominable.
Le lendemain, c'est l'école, et pour tenir cette perspective en lisière, une seule possibilité, la télévision. La BBC passe un film, La vie privée de Sherlock Holmes. Je me rappelle vaguement avoir vu la novélisation du scénario, non sans écœurement, quelques années plus tôt pendant des vacances en Cornouailles. Pourtant, le journal parle du film avec le plus grand sérieux. Billy Wilder, son réalisateur, est célèbre apparemment. Je veux bien regarder le film. J'en discute ensuite avec mon grand-père, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir Sherlock Holmes. Nous partageons une passion pour ces histoires, et nous sommes l'un comme l'autre des maniaques de l'authenticité dès qu'il s'agit de les adapter à l'écran. Le film ne lui a pas fait forte impression. Je passe, c'est parce qu'il n'aime pas la distribution. Pourtant, déjà, quelque chose me hante dans ce film. L'atmosphère douillette de l'appartement de célibataire de Holmes, décor d'Alexandre Tranner, la mélancolie de la campagne anglaise, photographiée par Christopher Chalice, me trotte dans la tête. Ça tient peut-être à la musique, dont l'un des leitmotifs est emprunté au lac des Cygnes. Je me surprends à la siffloter sur le chemin du lycée le lendemain. Alors déjà là-dedans, il y a quelques obsessions, pour le coup, autres que celles pour les films, et pour ce film-là en particulier, de Billy Wilder. Il y a le fait que les grands-parents sont essentiels. Dans tous les livres, on voit les jeunes aller chez les grands-parents. Les grands-parents participent à leur imaginaire. En particulier le grand-père maternel pour Jonathan Coe, auquel il dédie ce petit livre en disant qu'il était mort depuis plus de 20 ans, mais je rêve encore souvent de lui et je parle de lui à mes filles. Non, c'est lui qui l'a guidé dans ses premiers pas littéraires. Une obsession semblable, il la met dans le roman numéro 11. On a un personnage qui, la même chose, a vu un film dans son enfance, un événement, alors qu'il est adulte, prof à Oxford, un événement fortuit soudain lui remet en mémoire, et d'un seul coup, c'est son obsession, retrouver des bobines de ce film, qui le conduisent jusqu'à Berlin dans un garde-meuble. Le réalisateur est un juif allemand qui avait été immigré aux États-Unis, puis revenu en Allemagne après la guerre. Et dans ce garde-meuble, il trouve la bobine, il se hausse pour l'attraper, il se fait tomber tout le pan de mur dessus, vous êtes au courant pour certains, et il est tué. Bon, pour Jonathan Coe, ça finit pas aussi mal. Il y a une autre chose qui paraît aussi, c'est cette histoire de comment s'approprier les films. Les novélisations, moi j'avais jamais vraiment fait attention, j'ai acheté La vie privée de Sherlock Holmes, là vous la voyez en français sur l'affiche anglaise à l'origine était la même, elle était juste retournée, moi, je me suis trompée en chargeant. Bon après c'est paru aux éditions du Masque. Il en dit grand bien, il dit que c'est une des rares novélisations qui donne l'impression d'être en train de lire un livre de Conan Doyle. Mais pour les autres, il dit que c'est une littérature exécrable, mais sa chambre d'adolescent en était tapissée, ces novélisations. Moi, j'avais pas du tout l'impression, je n'avais jamais vu cette littérature personnellement. Et donc, s'approprier les films, on voit que les héros vont le faire par l'intermédiaire des magnétoscopes. Les magnétoscopes, on a toute l'évolution de la manière de voir les films. Le magnétoscope jouant un rôle, vu les années dont il nous parle dans ses romans, super important. Ensuite, dans le petit texte, ce petit texte-là, il a aussi, comme il commence à être connu, la BBC lui permet de visionner une numérisation d'une bobine un peu plus complète, mais sur DVD. Or, à l'époque, il nous explique que les lecteurs de DVD sont absolument inatteignables pour son niveau de vie, et donc, comme il est un peu connu, on lui fait lire le livre. Voilà. Alors, les amours de Jonathan Coe, je vous ai dit la musique. Là, effectivement, la musique va être aussi une de ses quêtes. Vous avez dans les romans des tas de noms de musiciens, de groupes de rock. Et là aussi, il est très éclectique. Tout le rock progressif, progressive rock, je vais dire progressif, mais il y a les Pink Floyd dedans, il y a Soft Machine, il y a alors plein de groupes dont je n'ai jamais entendu parler, mais enfin il en parle lui. Enfin les jeunes de ces romans les écoutent. Et puis en musique classique aussi, toute la musique de début du XXe siècle en France, aussi Honegger, et puis chez les Anglais c'est plus mystérieux. J'ai pensé à un moment de vous passer quelques morceaux. Lui-même compose. Et on a en accès libre sur Internet, vous tapez musique Jonathan Coe et vous avez sa musique. Bon, moi je l'aime pas trop. Je trouve que ça fait musique de film, justement, un peu. Hein. Et puis, bon, je crois qu'en gros c'est ça. Un autre amour de Jonathan Coe, c'est la campagne anglaise.
Et en particulier, je vous avais montré la carte tout à l'heure, toute la région, le Shropshire en premier, toute cette région entre le Birmingham et le Pays de Galles. Il dit j'ai grandi en l'aimant d'un amour farouche. Bien, je vais commencer mon étude des romans de Jonathan Coe, donc par Testament à l'anglaise, qui est paru en 94. Alors, histoire de famille, vous disais-je. Bon, vous ne pouvez pas voir grand-chose là, hein, peut-être. Voilà la famille au centre de Testament à l'anglaise, les Winchaux. Famille de l'establishment, manoir dans le Yorkshire sur les Landes, dont nous faisons la connaissance dans la première partie, qui est formée de 3 chapitres. Premier chapitre, 1942. Quelques membres de la famille, ceux du bas ne comptent pas pour l'instant. C'est la dernière génération, c'est ceux qui vont compter pour les 350 autres parties du roman. Réunion de quelques membres de la famille parce que Godfrey, celui qui a écrit un petit peu en dessous, est pilote dans la RAF et va partir au-dessus de l'Allemagne pour une mission. Sa sœur Tabitha, mais je vais dire Tabitha si vous me permettez, qu'il adore, soupçonne son frère Laurence, après le départ de Godfrey, qui a parlé à son frère aîné, le soupçonne de l'avoir dénoncé parce qu'elle l'a entendu parler allemand. Il est pro-nazi, et elle l'a entendu parler allemand derrière la porte de son bureau. Plein de péripéties que je vous passe, c'est le nœud du récit. Tabitha est persuadée que Godfrey a été trahi, son avion est abattu au-dessus de l'Allemagne et il meurt. Et c'est le nœud de tout le roman, hein, la vengeance entre guillemets de Tabitha. Bon, pour cette époque, la seule chose que je dois dire, c'est que à la fin de ce week-end, on décide que Tabitha est complètement folle et elle est envoyée dans un asile dont elle ne sortira que 2 fois. Les 2 fois, nous en serons témoins. La première de ces 2 fois, c'est 19 ans plus tard, pardon, je déflore la suite. La première de ces 2 fois, c'est donc 19 ans plus tard, un week-end très précis de septembre 61, où là, toute la famille, tous ceux qui sont là, sont réunis pour fêter les 50 ans de Mortimer. Ce week-end-là, alors on fait connaissance avec ceux qui vont nous occuper après. Ce week-end-là, il y a encore un mort. Cette fois-ci, il n'y a pas de doute, c'est Laurence le coupable. Mais il dit qu'il a tué un type qui cherchait à la cambrioler et il est bien sûr innocenté. À la tête de Tabitha, on comprend qu'elle devait être pour quelque chose là-dessous. Elle exit. Toujours même week-end de septembre 61, dernier chapitre de la première partie, nous faisons connaissance avec le narrateur. Le narrateur, c'est Michael Owen, et il nous raconte ce même week-end de septembre, donc disais-je, ce que ses parents lui ont offert pour ses 9 ans. Avec les grands-parents, ils partent dans une station balnéaire de la côte nord Cornouailles, et c'est lui qui fait le programme. En fin d'après-midi, on doit s'occuper, donc puisqu'il fait pas beau, et si on allait au cinéma. Et ce sont les pères et grands-pères qui choisissent le film, c'est assez drôle, et ils veulent absolument voir donc le film dont je vous ai déjà dévoilé l'affiche, What a Carve-Up. What a Carve-Up est le titre en anglais du roman qui a été traduit par Testament à l'anglaise. Il y a beaucoup de choses que j'ai comprises, je crois qu'à la 3e lecture, sur cette importance du film What a Carve-Up. Bon, je vais traduire par quel massacre. Carve-up, c'est partagé normalement pour distribuer. Alors, effectivement, le sous-titre du roman, c'est What a Carve-Up, et puis c'est The Winchaux Legacy, bon, l'héritage des Winchaux. Testament en anglais, c'était pas mal. Alors, dans le livre en français, What a Carve-Up est traduit par à chacun son dû. Donc on ne fait pas du tout le lien entre ces différentes choses, alors que c'est tout le long ce What a Carve-Up. Bon, la maman trouve que ça n'a pas l'air d'être pour un petit garçon de 9 ans. Vous voyez l'image à gauche. Mais le grand-père, surtout, veut absolument voir ce film, donc ils y vont. Mais évidemment, arrive une scène correspondant à ce qui est sur l'affiche, celle pour laquelle je vous ai fait un arrêt sur image. On peut voir ce film, non, il est en anglais, mais sur Internet, en libre accès. Hein. Et là, la maman pense que c'est trop, que ça devient vraiment trop osé. Elle attrape son fils et elle fait sortir toute la famille à grand bruit du cinéma, créant une frustration terrible chez son fils, qui n'aura de ce qui va développer une obsession pour ce film. Fin de la première partie, l'histoire commence vraiment. On est en août 90, donc là on fait carrément un bond de 29 ans, et on retrouve Michael en train de se passer avec un magnétoscope ce film.
Il est en pleine déprime. Un des mystères du roman, c'est celui-là. On sait que son père vient de mourir et qu'il est fâché avec sa mère. Bon, c'est tout. Il vit grâce à, deuxième chose bizarre, par la Tabitha, par un homme de loi qui, depuis son asile, l'a employé pour écrire l'histoire de la famille Winchau, en espérant que ça va révéler des choses louches. Et c'est donc encore une chose qu'on comprend qu'au fur et à mesure du roman, et ça lui permet donc il a de quoi vivre. Mais il est vraiment déprimé jusqu'à ce qu'une de ses voisines sorte et le sorte de son marasme. Voilà un petit échange qu'il a montrant l'importance du film avec la dite voisine. C'est bien évidemment en anglaise et je vais peut-être pas trouver le film. La page. Comment ça se fait? J'ai pas vérifié mes pages. J'ai pas marqué sur mon truc. Il dit qu'il a développé une obsession pour... Elle dit, mais vous passez votre vie... Bon, je vais vous le faire, la scène. Vous passez votre vie à regarder des films au lieu de parler à des gens. Et il répond, pas des films, un film. J'en suis obsédée, mes parents m'ont emmenée quand j'avais 9 ans. Et depuis, j'ai l'impression que je ne sors pas de ce film. Il n'est jamais fini. Et donc elle lui demande de raconter l'histoire, et c'est là où je dois placer l'histoire. L'histoire, c'est, bon, Jonathan Coe dit qu'il y en a, dans les années 70, il en a vu des tonnes de films comme ça. Une famille de l'establishment est réunie pour la lecture d'un testament dans un manoir, et ils sont tous tués les uns après les autres. Donc on nous annonce déjà la fin. Alors, quoi qu'il en soit, il a écrit l'histoire de la famille Winchau, et les voilà, les terribles. Ça, on va voir l'année 90, donc on est en 90, se dérouler d'août à décembre, et chaque mois, on a l'histoire de Michael, rétrospectivement tout ce qui l'a conduit là. C'est un petit peu une structure super sophistiquée, mais bien qui retombe bien sur ses pieds. Et insérer les portraits des fameux membres de la famille Winchau. Allons-y. La première qui apparaît, c'est Hilary. Hilary est qui est productrice télé et qui a une chronique sur la BBC. Je vous lis. La chronique paraissait depuis plus de 6 ans déjà et portait toujours le titre de « Un peu de bon sens ». C'était là, chaque vendredi, que la papesse de la télévision et des médias prononçait ses oracles sur tout ce qui inspirait son imagination fantasque et traitait avec une égale conviction de sujets aussi divers que la sécurité sociale, la situation internationale ou la longueur des ourlets des vêtements de la famille royale lors de ses dernières sorties. Depuis des années, elle semblait tenir des milliers et des milliers de lecteurs sous son charme par son habitude attendrissante d'avouer une ignorance presque totale de ce dont elle choisissait de parler. Sa spécialité à cet égard étant d'exprimer les opinions les plus catégoriques sur des livres ou des films controversés qu'elle admettait joyeusement ne pas avoir eu le temps de lire ou de voir. Je saute un petit peu. Détail intéressant, quoique peu connu, le fait de déverser ces torrents d'insanité rapportait annuellement à Miss Winchau l'équivalent de 6 fois le salaire d'un instituteur qualifié et 8 fois celui d'une infirmière des hôpitaux. Il y a un avion derrière, la famille Winchau a un tropisme pour l'aviation et vous pourrez découvrir dans le roman. Elle choisit toujours ses amants comme des pilotes qui peuvent l'emmener voir son père, qui entre-temps, Mortimer, est devenu celui qui tient le manoir. Le second, la politique, Henry. Il est député travailliste dans les années 70, même peut-être avant, parce que tout simplement la circonscription qui était libre votait travailliste depuis des générations, donc soyons travaillistes. En réalité, c'est un conservateur de cœur, même plus que ce conservateur, on pourrait dire extrême droite, mais il a eu une passion quand il était à Oxford pour Margaret Roberts. Et il voit en 1977 que vraiment, depuis le temps où elle à Oxford, elle tenait le groupement des élèves conservateurs, elle a pris du galon et il croit en elle, il démissionne du parti travailliste, il renonce à sa circonscription. Et il dit que désormais le pouvoir, de toute façon, n'est pas au Parlement, il est dans les couloirs des ministères et dans les médias surtout. Et désormais, il ne quittera plus les écrans de télévision anglais. Les assaillants, comme il ne connaît pas grand-chose, il donne des statistiques, il récite des statistiques, il ne répond jamais aux questions. Vous le voyez ici, délit d'initié connaît pas, parce qu'il n'y a pas que les portraits, il y a aussi, on les suit, la famille Winchau en même temps, pendant l'année 90. Et il renseigne
les membres de sa famille sur les lois qui risquent d'arriver. Il est, dans le roman, considéré comme une des personnes qui est cause du début du démembrement du NHS, le système de santé anglais, qui revient très souvent. Suivant de Winchau, le frère de la première, Roderick, c'est un galeriste, il spécule sur l'art contemporain en n'ayant absolument aucune culture artistique. Quand une jeune artiste, bien de sa personne, lui propose des tableaux pour voir si elle pouvait exposer, vous voyez le chantage qu'il peut faire, c'est ce qu'il fait pour une copine phobée, qu'on reverra souvent. Une copine phobée d'une amie d'enfance de Michael, et dont on a déjà entendu parler, qui de profession est infirmière, mais qui est peintre. Il réussit à l'emmener à Winchau Towers où, après la nuit, il décide que ses tableaux ne valent rien, il ne l'exposera pas. Par contre, elle a rencontré Mortimer qui est en mauvais état, donc elle reste à Winchau Towers comme infirmière c'est là où le film, quand on le connaît, se met en place. L'infirmière du monsieur qui reste tout seul dans le château. La suivante, celle-là, j'ai pas pu relire, maintenant je relis plus vraiment. Le film est le film. Le livre est sorti en 95. On sortait pas vraiment, mais on avait eu la crise de la vache folle depuis peu. Et je peux vous dire que toute cette partie sur Dorothy, on comprend comment une chose pareille a pu avoir lieu. Elle a épousé un type qui avait des terres qu'elle met de côté très vite, et elle fait de l'élevage industriel. Elle achète, grâce à l'argent de la famille, toutes les fermes autour ensuite, le fermier qui était dans ses fermes, elle l'emploie comme salarié. Elle les oblige à utiliser des intrants. Elle a évidemment placé beaucoup d'argent dans l'agrochimie. Donc, il faut aussi que ça tourne. Et elle a lancé aussi, qu'on retrouve dans d'autres romans, une chaîne de produits de plats cuisinés. Elle vend des plats cuisinés. Elle ne mange rien de ce qu'elle produit. Enfin, elle a un petit coin pour elle. Ce passage, c'est celui qui m'avait le plus frappé. C'est drôle, c'est celui qui me semblait le plus près. Celui-là, c'est celui qui finance tout le monde dans la famille. C'est Thomas. C'est un génie des placements. C'est grâce à lui, selon Jonathan Coe, dans l'histoire, qu'on a l'industrie que se développe, l'industrie du magnétoscope. Parce que, comme vous pouvez le voir, ce monsieur est un voyeur et il a acheté des studios de télévision en espérant pouvoir aller mater des actrices pendant qu'elles se déshabillent, mais comme des techniciens ont fini par le repérer, le magnétoscope le sauve. Le suivant, c'est trafiquant d'armes. Alors, là aussi, c'est un arrière-plan du roman important, puisqu'on est dans les années 90, ça se termine le jour de l'an 90, c'est la première guerre du Golfe qui se prépare. Mais, quand il parle des Winchau, quand il étudie l'histoire des Winchau, Mark a été un des types intermédiaires avec Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak. Et on le voit, alors évidemment il se fait des commissions pour toutes les affaires, il va dans le monde entier là où il y a des possibilités de conflit, et dans le cas de la guerre Iran-Irak, il va en Allemagne où il voit un industriel pro-nazi, enfin néo-nazi plutôt, et qui le fournit en gaz, les fameux gaz qui ont été utilisés ensuite dans la guerre. Voilà, on arrive comme ça avec tous ces portraits et la vie de Michael au réveillon dramatique pour Michael passant de 90 et 91, et à partir de janvier 91, ce n'est plus lui le narrateur. Un narrateur extérieur prend la suite et Michael n'est qu'un personnage. Que se passe-t-il? On vient le convoquer pour aller à une lecture de testament. Mortimer est mort. Voilà le Mortimer. Mortimer est mort et sont convoqués à Winchau Towers tous les membres de la famille, plus Michael, qui se demande un peu pourquoi, mais il se dit chic, je vais connaître l'habitat, et puis Phobé, l'infirmière qui, comme par hasard, avait eu son congé pendant ce week-end-là, et qui n'était donc pas à Winchau Towers quand Mortimer est mort. Et là, on est dans le film. Vraiment, je peux vous dire que tout ce qui se passe dans le roman est ce qui se passe dans le film What a Carve-Up. Les personnages sont tués chacun leur tour par là où ils avaient péché. Donc, à la suite de cette nuit de massacre, reste quand même Tabitha. Dans le film, l'actrice qui joue Tabitha, elle est exactement comme ça.
Et alors, c'est très drôle, enfin, c'est les horror, je vais pas réussir à le dire, je crois, horror comedies, pour les Anglaises, qui était un genre qui passait beaucoup à la télévision. Il y a eu des séries même de films d'horreur qui étaient tous bâtis sur le même genre. Et elle est un peu toquée, donc elle mélange le présent et le passé, mais de temps en temps, elle dit la vérité. De temps en temps, elle tombe sur ce qui se passe réellement, mais évidemment, personne ne la croit. D'où des quiproquos. Enfin, à la fin de tout ça, il reste plus personne, sauf elle, donc, Phobé et Michael. Dernier chapitre, je vous passe ce qui se passe, il y a encore des morts. Voilà, pour vous distraire avant de passer à la suite, voilà les couvertures de l'édition originale en anglais et en Angleterre et en France. En France, c'est celui-là. Bon, il y a l'affiche du film, What a Carve Up, et puis vous avez le Gagarine qui est là. Parce qu'un rêve récurrent de Michael, qui était vraiment très obsédé aussi de Gagarine, c'est de tomber en avion exactement comme est mort Gagarine. Voilà la version de poche. Alors je pense qu'on pourrait faire en anglais, les Français sont soi-disant une étude sur les affiches en Angleterre, parce que les Français qui sont soi-disant très olé, franchement, les couvertures anglaises ne sont pas très sérieuses. Voilà. Je vais donc passer au roman dont j'estime qu'il est la suite. C'est numéro 11. Numéro 11 qui se passe dans le Yorkshire. Le Yorkshire dans le nord-est, c'était tout de suite Testament d'Angers. Là, on va être essentiellement à Beverley, dans le sud-est de l'Angleterre. Je justifie déjà le titre. Numéro 11, Jonathan Coe, quand il travaillait à son projet, n'avait pas d'idée de titre, et comme c'était son 11e roman, il a écrit numéro 11. Et puis finalement, comme l'époque était à l'austérité par le gouvernement Cameron et son chancelier de l'échiquier, il s'est dit que pour tout anglais, Number 11, parce que là le titre en anglais est le même, ça fait tilt, c'est l'adresse du chancelier de l'échiquier. Donc il trouve que finalement c'est pas mal de garder ce titre-là avec le sous-entendu des politiques financières de l'Angleterre. Ce roman est formé de 5 parties, où on voit par étapes l'une ou l'autre de 2 copines, Rachel et Alison. Depuis leur petite enfance, Rachel au début a 6 ans et après on la voit entrant dans la vie active avec une vingtaine d'années. La 5e partie de ce film, oui, je me mélange, de ce livre, c'est le titre d'un film là encore, c'est What a Whopper. Non, attendez, je vais avancer, mais je me trompe de... Voilà. Encore un petit film qui serait le sous-texte de ce roman. Là, le titre est gardé pour cette 5e partie, What a Whopper, avec traduit dessous, c'est énorme, point d'interrogation. Ça veut dire c'est un peu gros. Moi, quand j'avais lu au départ, puisqu'on parle du film avant, dans le livre, j'avais vu comme traduction quelle fumisterie. Quoi qu'il en soit, il est question de trahison, de mensonge. Et effectivement, ce livre est un livre sur le mensonge politique et médiatique. Dans la première partie, donc à 5 parties, la première partie, nous sommes donc à Beverley, chez les grands-parents de Rachel. Toute cette partie a lieu chez eux. Et dans la première, on connaît déjà Rachel puisqu'il y a eu un premier chapitre là-dessus. Je passe dans le deuxième, elle arrive avec la Alison, qui à l'époque n'est pas vraiment sa copine, mais la fille d'une amie de sa mère. Et les femmes, qui sont toutes les deux séparées des pères, sont parties ensemble en vacances et ont laissé les 2 filles. La première soirée, quand elles arrivent, Rachel descend plus tôt que sa copine pour rejoindre ses grands-parents. J'étais entrée dans le séjour et je m'étais assise sur le canapé à côté de grand-mère qui s'était tout juste aperçue de ma présence. Sur l'écran, une voix solennelle commentait des images prises par hélicoptère. Campagne anglaise verdoyante, petit bois. Mais à la télévision et dans notre séjour, il régnait une atmosphère que je n'y avais jamais trouvée, ou à laquelle je n'avais jamais été sensible. Sous le choc, la tension était palpable et l'inquiétude aussi. Je suis restée là, regardée sans rien dire, ne comprenant pas très bien ce que je voyais, sinon qu'un homme était mort, un médecin qui vivait dans l'Oxfordshire et qui avait un rapport avec l'Irak et les armes nucléaires, moyennant quoi tout le monde était sans dessus-dessous, rongé par l'inquiétude. À la fin du reportage, grand-père s'est tourné vers grand-mère et il a dit « Et voilà, hein, on y est. À présent, il a du sang sur les mains. » J'ai oublié de vous dire qu'on est en 2003.
celui qui a du sang sur les mains, c'est Tony Blair. Le mort, c'est justement des experts qui avaient été envoyés par l'ONU pour enquêter sur les armes dissimulées, soi-disant, par Saddam Hussein. Cet homme, au retour, est effrayé de ce qu'on fait du rapport, ce que les médias font du rapport. Et il essaie de dire que non, on insiste sur la possibilité qu'il y ait des armes, mais c'est les bellicistes qui voient des choses qui ne sont pas dans le rapport. Et donc cet homme, peut-être, s'est suicidé. Premier contact de Rachel avec, elle est frappée, c'est la première fois qu'elle voit à la télévision quelque chose qui la traumatise un petit peu. Je passe directement à la troisième partie où elle est à Oxford, en première année, et où elle s'est fait remarquer de sa prof de littérature anglaise, d'abord parce qu'elle est une bonne plume, elle écrit déjà, on prend déjà ses articles dans le journal de son collège à Oxford, ce qui est rare pour une première année, et elle a rendu à cette prof un travail sur une chanson qui a été écrite en l'hommage de ce David Kelly, le monsieur qui est mort. Et donc ça étonne Laura. Laura est la veuve de celui dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, qui avait l'obsession qui a été tué par un pan de mur. Et elle vit à Oxford, elle vit dans la campagne, en dehors d'Oxford, et tout près de l'endroit où on avait retrouvé le corps de David Kelly. Du coup, elle propose à son élève de venir passer un week-end, et elles se promèneront dans cette campagne. Or, quand elle arrive, Rachel, dans la chambre qu'on lui donne, trouve une vidéocassette avec What a Whopper. C'est la cassette du fameux film. Donc Laura lui explique que son mari faisait un livre sur tout ce qui concerne le monstre du Loch Ness, que ce soit cinéma ou livre, et qu'elle continue justement ce livre depuis que son mari est mort. Et elle lui lit ce que son mari avait écrit sur What a Whopper. Comédie britannique poussive sur une bande de beatniks qui vont au Loch Ness fabriquer une maquette du monstre. Suite de Watercarver ? Point d'interrogation. Pas vraiment. Deux des mêmes acteurs. Des suites qui n'en sont pas, des suites où le rapport avec l'original est indirect et hasardeux. Donc c'est Jonathan Coe qui me contre là. Je vous ai dit que pour moi c'était la suite mais bon, il y a d'autres raisons. Deux mêmes acteurs, il y en a plus en fait. On retrouve dans les survivants du Testament l'anglaise, on retrouve plusieurs personnes. En particulier, dans la première partie, j'ai oublié de vous dire, les copines vont devenir amies parce qu'elles font une enquête sur une femme bizarre, cheveux ras, comment ça s'appelle là, les piercings, des tatouages, et qui se révèle en fait être notre phobie de Testament l'anglaise, qui ressemblait à l'actrice Shirley Eaton, l'actrice qui était sur l'affiche là, qui se déshabillait. Bon, eh bien, elle a beaucoup changé. Bon, le temps a passé aussi, 20 ans, mais donc c'est plus ou moins induit que c'est une suite de Testament l'anglaise. Pendant ce week-end, justement, Laura, la prof, dit à ce que son mari pensait de cette histoire de David Kelly, puisqu'elles sont allées se promener dans les bois où on avait retrouvé, bon, c'est un peu macabre, mais enfin bon. Mais c'est intéressant ce qu'il en disait. Quoi qu'il en soit, il pensait que chaque génération vit un moment où elle perd son innocence politique. Et c'est ce que la mort de David Kelly a représenté pour la nôtre. Jusque-là, nous avions considéré la guerre d'Irak d'un œil sceptique. Nous pensions déjà que le gouvernement ne nous disait pas toute la vérité. Mais le jour où il est mort, le doute n'a plus été permis. Toute cette affaire sentait mauvais. Suicide ou assassinat, peu importait. Un type bien était mort, et c'était les mensonges entourant la guerre qui l'avaient tué. Voilà, plus personne ne pouvait se faire semblant de croire que nous étions gouvernés par des gens honorables. Je passe maintenant à la deuxième partie que j'avais sautée, c'est sur le mensonge médiatique. Alison, l'autre copine, pour une raison ou une autre, sa mère on lui propose une grosse somme d'argent et elle a des problèmes de boulot, donc part pour participer à une émission de télé-réalité. Les émissions de télé-réalité, nous listons, qui ont été lancées par Hilary Winshaw à la télévision. Et elle part dans la jungle australienne, où elle va être filmée 24 heures sur 24 avec un autre groupe de personnes, et il y a un résumé qui est proposé aux téléspectateurs britanniques tous les soirs. À la fin de l'année, à la fin de la semaine, une personne gicle.
est éliminé. Il va sans dire que ça va être cette mère d'Alison, Val, qui va être choisie pour gicler. D'abord, elle se rendra compte qu'elle a été payée 10 fois moins que les autres, et bon, alors c'est ce résumé qui effraie sa fille qui est restée en Angleterre et qui voit les résumés. Elle vit une semaine d'humiliation qu'elle surmonte courageusement. Les gens sont désagréables avec elle, mais elle essaie d'être gentille. Seulement dans le résumé, on ne montre que les moments où elle fait des grimaces, où elle semble être désagréable, où ses plaisanteries sont coupées de telle sorte qu'on n'a que la partie qui peut être prise au premier degré. Finalement, des torrents de haine sur les réseaux sociaux. Je ne pouvais pas penser que pour une émission de télé-réalité ça se produisait. Des torrents de haine sont déversés sur cette pauvre Val, que sa fille lit ça en Angleterre. Si bien que quand sa mère rentre, donc après la semaine fatidique, elle essaie de lui cacher, mais la mère voit. Entre-temps, elle a perdu son boulot. Alors là, c'est un petit coup de griffe sur... à Birmingham, on a construit une bibliothèque, si vous la regardez sur Internet, elle est magnifique, une très grande bibliothèque. Le problème, c'est qu'il y a des petits boulots qui ont été supprimés, dont la maman de la Val en question, qui a été donc éjectée du télé-réalité et qui n'a plus de boulot. Elle finit le livre en faisant le tour de Birmingham dans le bus numéro 11. Il y a un numéro 11 dans toutes ces histoires. La quatrième est celle sur laquelle je vais passer le plus vite, parce que c'est un petit roman policier, et c'est là où on va retrouver tous les membres de la famille Winchau. Il y a un détective extraordinaire. Si j'en parle, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que Jonathan Coe adorait le comique à la télévision quand il était petit. Il aurait aimé écrire des choses drôles, comiques. Le problème, c'est que petit à petit, on va le sentir dans ses livres, il prend ses distances sur le rire. Et le coup de grâce, d'ailleurs, lui sera asséné par Boris Johnson, pour que finalement il trouve que le rire est vraiment très contre-productif. On commence d'en parler, ce livre est de 2015, je vous avais montré le texte. Il y a une réunion qui a lieu dans une soirée même, très importante dans la bibliothèque de Birmingham, où on a peur qu'un comique, que quelqu'un, un tueur en série de comiques, tue Joséphine Winchau, la fille qui vit encore d'Hilary, une Winchau survivante. Et donc la police Scotland Yard est là parce qu'un jeune détective d'un petit poste de province a trouvé un lien entre 2 décès de détectives de comiques qui ont eu lieu passant pour des accidents. Mais lui pense qu'il y a quelqu'un derrière, donc il est là à la fois pour protéger Winchau et à la fois parce qu'un autre comique va participer à la soirée. Alors ce jeune détective est très intello, il a lu Freud, il a lu tout ce qui concerne le rire, et à la suite de Freud, voilà ce qu'il nous dit. C'est le criminel qui parle, mais on ne sait pas à ce moment-là, mais peu importe pour vous. Parce qu'on vous sent que c'est ce que pense Jonathan Coe, vu ce qu'il dit souvent. Dans le domaine politique, l'humour est l'antithèse de l'action, pire que son antithèse, son ennemi juré. Chaque fois que nous rions de la vénalité d'un politicien corrompu, de la cupidité d'un gestionnaire de fonds de couverture et des élucubrations spécieuses d'un chroniqueur de droite, nous les dispensons de rendre des comptes. La colère légitime envers ces individus, celle qui pourrait mener à l'action, se libère alors, se dissipe dans le rire. Le public obtient exactement ce qu'il veut et qu'il achète, un prétexte de plus pour suivre son petit bonhomme de chemin, sans se fragiliser ni mettre en cause son précieux mode de vie égoïste. Il avait d'ailleurs dit dans un entretien, Jonathan Coe, j'ai recopié pour pas chercher la page, cette tradition de satire politique dont nous sommes si fiers constitue en fait un obstacle au changement social véritable, parce qu'elle désamorce la contestation par le rire qui est inoffensif. Voilà, donc partie policière où il y a tous les Winchau qui sont réunis. Bon, je vous passe, c'est le roman, je ne vais pas vous raconter quand même tout. Dans la dernière partie, la seule chose dont je vous parlerai, c'est que Rachel se retrouve à la sortie d'Oxford employée comme préceptrice, on va dire, des enfants de gens ultra riches qui ont des maisons dans toutes les capitales du monde, et en particulier à Londres, dans, je ne sais plus si c'est Chelsea ou Kensington, enfin bon, dans un quartier chic où la loi impose qu'aucune extension ne soit faite, et surtout aucune piscine, évidemment. Donc l'habitude s'est faite. J'ai lu plein d'articles, j'ai même visité de telles maisons sur Internet. On a créé les maisons Isberg.
les maisons iceberg, c'est-à-dire avec plus d'étages creusés en sous-sol qu'il n'y en a en surface. Et alors, un étage pour la piscine, un pour la salle de cinéma, un pour une salle de sport. J'en ai visité une où c'est le salon qui est au premier sous-sol parce qu'on peut faire un éclairage encore à peu près naturel. Et puis, au point que des maisons, parfois, alors ils appellent ça donc des maisons iceberg, mais parfois la maison voisine, à cause des travaux, enfin des entrepreneurs très spécialisés, la maison d'à côté tombe. J'ai vu une photo, la maison. Donc, le Guardian se moque beaucoup de cette lutte entre les riches et les ultra-riches, parce que c'est des quartiers où il n'y a pas de pauvres, de toute façon. Et donc, les ultra-riches se permettent ces choses et abîment les maisons des riches. Alors, je crois que depuis 2015, la législation a changé et on n'a plus le droit, je crois, de creuser trop. Enfin, bon. Alors, Jonathan Coe, lui, nous invente que c'est 11 étages que la dame décide de creuser en sous-sol. Évidemment, la plupart des entrepreneurs déclarent forfait, et c'est là où le roman, pour se terminer, semble virer au fantastique. Rachel, et on comprend que c'est elle qui a écrit beaucoup des parties qui ont précédé, elle est très angoissée parce qu'elle voit des ombres sortir, ou une ombre gigantesque sortir du trou par lequel on accède pour l'instant pendant les travaux avec les sous-sols. Un genre d'araignée géante. Or, justement, elle a une carte, un peu comme moi tout à l'heure, les cartes que je vous ai montrées sur les Windshow, où est représentée une araignée, donc elle se dit qu'elle devient folle, jusqu'à ce que les petites filles dont elle est toute seule avec les petites filles dont elle a la charge dans cette immense maison, elle a l'impression qu'elle est attaquée, elle se sauve, et sur qui elle tombe? Nos détectives de Scotland Yard, qui disent qu'ils sont en train d'enquêter parce que plein de gens ont disparu. Qui a disparu? Le producteur de l'émission de télé-réalité, Joséphine Windshaw, enfin tous les nuisibles qu'on a vus dans l'histoire sont visiblement emportés par l'araignée géante dans les sous-sols, le numéro 11, de la maison de ces super riches. Bon, elle est sauvée. Je ne comprends pas, il y avait des nuisibles qui ont été attaqués par l'araignée, et pourquoi voulait-elle s'en prendre à Rachel d'abord? Alors bon, je ne sais pas si c'est la maison qui était la cible, toujours est-il que le film se finit, j'arrête pas de me tromper. Le livre se termine chez les grands-parents, à Beverly. Alors la fille d'Hilary était beaucoup plus nuisible que sa mère encore, puisqu'elle avait réussi à faire mettre en prison la pauvre Allison, parce qu'elle était devenue artiste, parce qu'elle avait non pas déclaré de tableau. Elle était pire que sa mère parce qu'elle s'en prenait à ce qu'elle appelait les assistés. Alors, ces assistés, il faut dire qu'ils ne trichaient pas pour beaucoup par rapport à les sommes d'argent que manipulaient ces personnes. Voilà. Alors maintenant, il aurait fallu, si j'avais décidé de faire l'année prochaine seulement ma présentation, que je parle de celui-là qui vient de paraître en Angleterre, The Proof of My Innocence, dont je me demande vraiment comment il va être traduit. Parce que j'ai cru que c'était la preuve de mon innocence, ça paraissait tout simple, mais il n'y a pas du tout de personne qui risque d'être... My Innocence, c'est le nom d'un roman qui est au cœur de l'affaire, et The Proof, c'est le tirage, l'épreuve. Voilà. Donc, en fait, c'est le type qui a écrit ce livre a voulu faire disparaître toutes les versions, mais évidemment, il y en a toujours qui restent, et c'est ce proof of my innocence qui est recherché par des gens. Alors, je ne sais pas comment ça pourrait être traduit, parce que le mot, il joue quand même. Le mot innocence, il apparaît souvent. Oh, mais quand même, je suis un peu trop innocente, j'ai pas compris ça. Enfin bon, il y a des tas de moments comme ça. Si je dis que c'est la suite, c'est qu'on retrouve encore des Windshow, parce que tout au cœur, il y a un groupe d'élèves qui étaient à Cambridge en même temps que Jonathan Coe, donc dans les débuts des années 80. Je ne me trompe pas, oui, c'est ça, début. Et le thème de ce livre, en fait, c'est la façon dont l'extrême droite noyaute le Parti conservateur, et elle fait un parenté avec le Parti républicain aux États-Unis, qui est noyauté par les copains de... comment il s'appelle? Trump, je ne sais plus son prénom. Enfin bon, Trump et ses copains. Et comme quoi, ça avait la naissance, si vous voulez, avait été pendant qu'ils étaient élèves, quand ils étaient à Cambridge. Il y a un groupe de copains, donc on les connaît tous, et c'est un retour en arrière. Il y a souvent plusieurs temporalités. Dans les romans de Jonathan Coe, on risque parfois de s'y perdre un peu parce qu'on ne sait plus avec qui on est. De toute façon, il nous met en bateau parce qu'à la fin, il y a un truc qui me
Bon, il faudrait que je le relise. Bon, en anglais, je vais attendre qu'il soit traduit, hein, parce que ça va une fois. Voilà. Donc, je vous le recommande. Il est dans l'affiliation, et c'est ce que voulait faire Jonathan Coe, écrire un roman qui soit dans l'affiliation des deux autres, là. Alors, continuons, courageusement. Ouais, ça va. J'ai gagné 5 minutes sur l'horaire. J'ai dû oublier des choses, mais c'est bien quand même pour vous. Voilà, ça on n'a pas besoin. Voilà les livres dont il va être question maintenant, parce qu'ils ont les mêmes personnages. Les deux premiers, Bienvenue au club et Le cercle fermé, avaient été conçus pour former un tout. Le prologue du premier, le Bienvenue au club, qui est paru. Alors je vous mets que les dates de parution en Angleterre. Là, en France, c'est toujours un an après, hein, donc pas la peine. Le prologue donc se déroule en 2003. Or le livre est paru en 2001. Mais c'est une scène qui annonce tout le livre, le déroulement du livre, et elle s'insère très bien dans le dernier chapitre du cercle fermé. Le troisième, il a été écrit après coup parce que des mises en scène théâtrales, enfin bon, peu importe. Les personnages qu'il doit bien connaître, puisque c'est très autobiographique, là, surtout le premier, sont remis en mémoire à Jonathan Coe, et il veut écrire sur le Brexit, à chaud cette fois-ci. Et donc, en 2016 à peu près, après le Brexit, il décide de reprendre les mêmes personnages. Alors, je vous ai mis en face les périodes qui sont couvertes où se passe l'intrigue, pendant lesquelles se passe l'intrigue. Alors, tous les mêmes personnages, on les suit sur à peu près 45 ans. Ces personnages, quels sont-ils? C'est ceux que j'ai soulignés en rouge. Ceux qui, au début de l'histoire, sont élèves dans une école privée de Birmingham, qui s'appelle King William, au lieu de s'appeler King Edward. C'est la transposition de l'école dans laquelle est allé Jonathan Coe. Toute la vie de l'école, nous dit-il, est tout à fait ce qu'il a connu. Alors, je vais d'abord vous parler de l'arrière-plan politique, puisque c'est politique et famille. Les familles, elles vous attendent là en dessous. La politique, les années 70, années très perturbées, où les Anglais, toute ressemblance de tout ce que je vais dire tout le temps avec ce qui se passe en France est fortuit, deux dissolutions, l'année 74. En février, Edward Heath dissout la Chambre des communes, disons, pas de majorité. Bon, c'est les travaillistes qui s'y collent avec Harold Wilson qui réussit pas non plus, redissolution, et en octobre 74, nouvelles élections générales qui vont amener 3 voix de majorité pour les travaillistes, et du coup, nous avons toute cette période-là des travaillistes, Wilson puis Callaghan. Très précisément, le roman se finit le 3 mai 79, jour d'élection générale, qui vont avoir la victoire des conservateurs et donc l'arrivée de Mme Thatcher au pouvoir. Le lendemain, elle est nommée Premier ministre. Les événements majeurs qui se passent pendant cette époque, c'est énormément de mouvements sociaux, une montée de l'extrême droite et les attentats de l'IRA. En particulier à Birmingham, 2 pubs sautent en novembre 74, faisant des morts, une vingtaine de morts et beaucoup de blessés. Habituellement, l'IRA téléphonait une demi-heure avant. Là, il y a ce concours de circonstances qui fait que ça n'a pas été le cas, et donc ça concerne nos héros, puisque un personnage du roman est tué, donc assez au début. Le roman suivant, c'est les années, donc après, on est en plein pendant les années Blair. Alors pour en parler, plutôt que vous parler trop de l'arrière-plan politique, je vais juste lire une chose que dit dans Note marginale, c'est un recueil d'entretiens ou d'articles qu'a publié Jonathan Coe dans les journaux. Pendant les années Thatcher, et quoi qu'on en pense par ailleurs, il n'y avait pas de tromperie sur la marchandise. Quand est arrivée la grève des mineurs, 5 ans seulement après sa prise de pouvoir, les choses étaient on ne peut plus claires. On avait affaire à une administration qui faisait froid dans le dos. Quand j'ai entrepris Testament l'anglaise, 6 ans plus tard, tout le monde était fixé sur le régime Thatcher. Les années Blair, en revanche, sont bien plus difficiles à saisir. Blair, nous l'avions élu sur une vague d'optimisme et nous nous sommes retrouvés face à un gouvernement qui, ayant annoncé une chose, main sur le cœur et des trémolos dans la voix, en faisait une toute autre.
Le discours politique s'est évadué, il a perdu son sens. Personne n'y croit plus, personne ne l'écoute plus. Ma génération représentant les classes moyennes et les Midlands, dont j'ai raconté l'adolescence dans Bienvenue au club, réprouve le thatchérisme et le blairisme pour les bonnes vieilles raisons de la gauche progressiste, mais ne déteste pas les avantages matériels qu'il procure. Nous réprouvons l'aventurisme militaire, mais en même temps le terrorisme nous fait peur et nous voulons en être protégés. Le moment historique contemporain que j'ai tenté de saisir dans le cercle fermé est donc caractérisé par la confusion et l'apathie, par le sentiment d'une dérive, par une rancœur qui ne dit pas son nom. Cette rancœur, c'est ce qui est développé dans le cœur de l'Angleterre, qui démarre que 7 ans après la fin du cercle fermé, qui va conduire toutes les années, qui vont conduire au Brexit. Bon. Après le référendum de 2016 pour le Brexit, on suit plutôt la vie privée des personnages plus que la situation politique. Alors, les familles, j'ai dit histoire de famille. La famille sur laquelle il y a un focus particulier dans ces livres, c'est la famille Trotter, celle de la première colonne. Tout simplement parce que Benjamin est un alter ego de Jonathan Coe. Contestataire uniquement par procuration, il aime bien les gens qui contestent, mais il ne bougerait jamais le petit doigt pour contester. Un type qui dit qu'il est tout le temps en train de faire du thé à la cuisine quand il se passe quelque chose d'essentiel au salon, une façon gentille de dire qu'il est tout le temps un peu à côté de la plaque. Bon, très rêveur, donc quand il s'agit de parler, il a du mal à le dire, mais c'est un brillant élève, il veut être écrivain, tout le monde croit beaucoup en lui. Pendant les 3 tomes, on va attendre le roman merveilleux qu'il est censé écrire. Sa sœur Loïs était dans un des pubs qui ont sauté à cause de l'IRA, et c'est son fiancé qui est mort, elle-même traumatisée, disparaît un temps du livre. Je vous le dis parce que c'est pas vraiment secret, puis elle est dans tous les romans suivants, et sa fille va jouer un rôle important dans le dernier. Donc je le dis. Alors, sinon, la vie sociale dont je vous ai parlé avant, comment on la sent? C'est pas par ces gardements qui sont surtout centrés sur leur vie, mais par les parents. Il y a à Birmingham dans ces années-là, et on va voir cette entreprise disparaître complètement, il y avait une des plus grandes usines automobiles anglaises, British Leyland, qui étaient les anciennes usines Austin, qui étaient devenues Morris aussi, et puis Rover, et même Jaguar, enfin bon, et qui rassemblaient toute cette industrie automobile anglaise, qui employait des milliers d'ouvriers. Et 2 des pères y travaillent, Colin Trotter, technicien au départ, puis cadre, vote conservateur, Bill Anderton, délégué syndical, vote travailliste bien sûr, délégué syndical, président du comité d'établissement. C'est surtout par lui qu'on apprend la percée de l'extrême droite par des affiches qui sont sans arrêt mises dans les ateliers, du genre les conservateurs et les travaillistes, même tonneau, c'est moi qui dis même tonneau, je sais plus comment c'était dit, ils sont trop mous face à l'invasion des immigrants basanés. Non. Un discours, bien sûr. Voilà. Les Irlandais en prennent aussi pour leur grade dans les ateliers, tous les ouvriers d'origine irlandaise. Il y a même un mort qui est douteux. Bon, il y a un jeune qui meurt d'un accident du travail, soi-disant. On saura tout sur ce qui était en fait un meurtre, dans le 2e tome. Alors, les autres. Autre chose que je dois dire. J'ai mis une fille là, Claire. Or, les écoles privées anglaises, surtout les grandes écoles privées anglaises, ne sont pas mixtes. Toujours maintenant. La King William, qui c'était en vrai King Edward à Birmingham, n'est toujours qu'une école de garçons. Mais, bien sûr, quand même, il y a en face l'école, l'high school pour les filles, qui est juste ensemble. Mais disons qu'ils ne se mélangent que pour le périscolaire. Et c'est le cas ici, quand même, on est dans les années 70, le journal de l'école, ils y participent tous, donc Claire est une copine, et puis le club théâtre, ils le font ensemble. Ils prennent le bus ensemble, les bus sont les mêmes, donc il y a des scènes dans les bus. Alors, Myriam, la seule reine de Claire, est secrétaire, elle travaille aussi chez British Leyland, elle est secrétaire de Bill Anderton, ils ont une liaison. Elle devient de plus en plus, disons, exaltée. Il a la trouille, Bill Anderton, il tient encore plus à sa famille, même s'il tient à elle. Il cherche à rompre, il croit avoir réussi, elle lui donne un dernier rendez-vous où lâchement il ne va pas. Mais à partir de ce jour, Myriam disparaît.
Donc ce sera là aussi des choses que sa petite sœur Claire, va chercher à élucider et qu'elle élucidera justement dans le cercle fermé, donc 20 ans plus tard. En fait, elle lisait le journal intime de sa sœur, qui n'était pas caché de manière très maligne, et elle avait une liaison avec Bill Anderton, ce qui nuit à son amitié avec le fils de Bill Anderton, Doug, personnage assez intéressant parce qu'ambigu, d'éducation travailliste à fond, très très progressiste, dit-il, mais il part à un week-end quand il doit avoir 15-16 ans, il part pour un week-end à Londres, il devait y aller avec Benjamin qui se dégonfle, donc il part tout seul pour rencontrer des gens d'un journal de musique, parce qu'ils sont passionnés de musique, ils montent des orchestres rock et tout. Et ça manque tourné au fiasco, il se demande où est-ce qu'il va dormir quand il est plus ou moins attrapé par une jeune femme délurée qui doit avoir au maximum 4 ans de plus que lui, qui l'emmène chez elle, et là il a la révélation, non pas du sexe, mais du luxe. Et il voit ce que ça peut être d'avoir un chauffeur, d'arriver dans une maison superbe, bien meublée, et il décide que lui, il gardera toujours ses idées de gauche, mais il aura le confort et le luxe. Bon, je parle peu de Philippe, c'est le grand copain qui veut être journaliste et qui se passionne pour l'histoire locale et qui va toute sa vie travailler sur l'histoire de l'Angleterre centrale. Il y a des moments très drôles. Par les parents de Philippe, justement, il y a une réunion de parents-profs qui vaut le jus, et en particulier le prof d'art tombe en pamoison devant Madame Chase, la maman de Philippe. Elle est l'incarnation d'un tableau du Prado, je sais plus où, d'une Madone, et il la poursuit de ses assiduités assez beaucoup. Bon, on pourrait penser que c'est triste, un semblant de liaison se passe qui a des répercussions sur le mari Sam, qui veut reconquérir sa femme par le verbe. Parce que le fameux prof d'art, tous les élèves s'en moquent beaucoup. Il a un surnom que je ne vous dirai pas, il a un langage empoulé, bon, c'est ce qui séduit Madame Chase, mais qui fait que les élèves, eux, se moquent de lui. Un autre épisode drôle dans le livre, c'est le moment où Benjamin a la foi. Il pense qu'il est, mais je vous dis pas pourquoi parce que c'est trop drôle et puis ce serait dommage pour si vous lisez après le livre. Il est persuadé avoir été bénéficiaire d'un miracle dans une période très critique. Il a prié et voilà qu'il a été exaucé. Donc désormais il a la foi. Et dans le 2e tome, le jour où il apprendra la raison très triviale, plutôt glauque, pour laquelle il y a eu ce miracle, il perd la foi aussi soudainement, il divorce et il démissionne de son boulot. C'est le côté Benjamin qui prend des décisions très violentes, très vite, alors qu'il semble tout le temps un peu roupillé, le reste du temps. Donc, que vais-je dire? Non, pour le 1er tome, c'est à peu près ça. Si, parce que je sais la diapo qui est derrière, ça me rappelle. À un moment, les parents de Trotter j'ai oublié de parler de Paul aussi. Paul, le petit frère, un surdoué, semble absolument incapable de sentiments. Pour les autres, c'est l'emmerdeur, mais il est très drôle, parce qu'il sait toujours être sarcastique sur la chose qui fait mal. Mais bon, quand on est observateur extérieur, c'est plutôt drôle. Bon, la famille Trotter va toujours en vacances tous les ans. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de romans de Jonathan Coe. Il a dû vivre ça. Ils vont en caravane, camper dans un pré au Pays de Galles. Et il pleut tous les ans. Alors, 76, été de canicule sur toute l'Europe, justement, ils vont au Danemark. Ils abandonnent le Pays de Galles. Le papa est copain avec un type de chez BMW, qui va racheter British Leyland, puis le revendre, ce sera le début de la fin. Bon, et les Allemands et les Anglais vont en vacances au Danemark. Quand ils reviennent, c'est un très beau passage, quand ils reviennent, le papa envoie ses photos à développer par correspondance dans une usine qui est dédiée à ça, dans la banlieue de Londres. C'est Grunwick. La grève Grunwick, j'ai lu des tas d'articles, je ne vais pas vous les faire subir, sur cette grève des ouvriers, qui travaillaient chez Grunwick, qui étaient tous d'origine asiatique et exploités comme c'était pas possible.
Ces gens étaient en fait pakistanais ou indiens, mais pour la plupart en fait arrivaient d'Afrique de l'Est. Ils avaient coupé avec leur pays d'origine depuis très longtemps, Ouganda, Kenya, Tanzanie, et où ils habitaient, et ils ont été fichus à la porte après les indépendances, surtout l'Ouganda d'ailleurs, et ils étaient britanniques, ils sont venus en Angleterre, où ils ont perdu tout leur niveau de vie évidemment, et en boulot, cette usine Grunwick était célèbre pour les employés. Je vous ai dit, en les exploitant. Et il y a une femme, cette dame Jayaben Desai, qui a fédéré les gens, et c'est arrivé à une grève en 1976. Monsieur Trotter va attendre ses photos pendant 2 ans. Cette grève dure 1 an et demi. Bon, ils sont renvoyés tout de suite, mais ils restent devant l'usine, ils essaient d'empêcher les choses. Ils n'avaient pas le droit de se syndiquer, mais il faut dire que les syndicats, d'après ce que j'ai lu, n'avaient pas tellement envie de s'en occuper. Enfin, pour ce qui concerne notre roman, Bill Anderton réussit à fédérer un groupe dans les ateliers de British Leyland pour aller soutenir les piquets de grève. En réalité, on lui répond la plupart du temps, mais pourquoi on irait aider une bande de paquis? Bon, il en a quand même qui vont avec lui, et cette manifestation de 77 qui fait la fin de cette grève, est soudain, alors qu'il y a des discours de cette dame en particulier, tout est calme, et la police charge, traîne Madame Desai par les cheveux, et pour le roman, Bill Anderton prend un coup sur la tête. Apparemment ça va bien, mais selon son fils, il n'aura plus jamais été le même. Alors, voilà, je crois que... Ah oui, la seule chose que je voulais vous dire, parce que ça amuse beaucoup Jonathan Coe, moi je trouve ça puéril, ces 2 romans-là, qui étaient construits comme un tout, vous ai-je dit, sont en fait construits en miroir. Je l'avais absolument pas vu que dans le 2e tome, les chapitres sont numérotés dans la partie centrale de 28 à 1, pour faire la symétrie par rapport au premier où c'est numéro 1 de 1 à 28. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça se termine par un monologue de Benjamin sans point d'une 30aine de pages, flux de pensée. Il est béat car il vient de vivre sa première nuit d'amour avec celle dont il est amoureux depuis qu'il a 13 ans, qui est la fille fatale de l'école, que tout le monde essaie de lui dire mais non, pas elle. Donc cette Cicely, bon, il vient d'atteindre son but, il fantasme déjà sur tout ce que sera leur vie. Fin du 1er tome. 2e tome, 20 ans ont passé. C'est Claire qui a un monologue, si on peut dire. Disons qu'elle écrit à sa sœur Myriam, dont ils ne savent toujours pas ce qu'elle est devenue, bien qu'une lettre soit arrivée, mais bon, je passe. Et on apprend du coup ce que sont devenus tous les autres. Le premier dont elle entend, enfin nous déjà on sait qu'elle a été mariée avec Philippe Chase, et qu'ils ont dans cet intervalle de 20 ans eu un fils qui s'appelle Patrick, mais qui est resté chez son père. Elle rentre d'Italie. Elle trouve dans Londres des tas d'affiches annonçant un débat à l'Albert Hall avec Doug. Notre Doug est devenu un journaliste de premier plan. Il a épousé une aristocrate dont la famille possède en foncier à peu près la moitié de Londres, avec le système très bizarre des Britanniques où on achète les maisons mais pas le sol. C'est pour un temps donné. Après, la maison n'est plus à vous. C'est toujours le propriétaire d'origine. Enfin bon, c'est un système de propriété bizarre. Donc, c'est le premier dont on entend parler. On apprend aussi que donc Benjamin est marié avec la fille la plus pieuse de l'école. J'exagère, parce que c'est là où c'est intéressant qu'il change les procédés de narration, parce que quand on lit, on a l'impression que cette pauvre Émilie, elle est très ennuyeuse. Or, on lit une lettre qu'elle envoie à sa copine Claire, et on voit qu'elle est très drôle en réalité. C'est peut-être bien Benjamin le boulet, de temps en temps. Bon, enfin, toujours est-il que, qui est-ce que j'ai oublié? Ah ben, l'essentiel. Paul, le petit frère sarcastique, est devenu député. Député travailliste, très arriviste. On pourrait penser que c'est une réincarnation de Henry Winshaw du premier roman, mais lui au moins, il est sincèrement pour Tony Blair. Mais en fait, il est obsédé par se faire remarquer par Tony Blair, c'est tout. Sa circonscription, il n'en a que faire. Il a un seul problème, contrairement à Henry Winshaw, ce sont les médias. Il est nul dans les médias. D'un seul coup, il perd tous ses moyens. Or, Benjamin a rencontré une jeune femme, il est tout ému de voir qu'elle l'aime bien, et qui fait une thèse sur les médias. Et donc, elle propose à Paul de rencontrer cette jeune femme. Il demande d'abord si elle est jolie, mais à part ça, il est séduit,
par le discours de la fille, qui est ce que disait tout à l'heure, je saute une lecture, ce que disait tout à l'heure Jonathan Coe sur ce que disent les politiques doit être le plus neutre possible. Enfin, non, ils prennent pas de responsabilité, donc ils ont un discours le plus neutre possible. Conclusion, les journalistes donnent du sens à ce qui n'est pas dit. Ils interprètent. Donc, en fait, c'est l'essentiel. La fille essaie de lui dire, c'est pas ce que vous dites, mais la manière dont ça risque d'être interprété. Donc, il est séduit, il l'embauche comme assistante médiatique. Voilà. Donc, notre député a une assistance médiatique, ils auront une liaison. La seule chose aussi que je vois, ce livre, il est essentiellement lié entre le lien, enfin, il est essentiellement focalisé sur le lien entre les politiques et les journalistes. C'est vraiment ce qui fait. D'abord, dans les héros, on a notre Doug, qui a un rendez-vous secret toutes les semaines, très loin dans Londres, avec un type qui travaille à Downing Street. On voit comment se font les choses. Alors, il y a aussi des grandes réceptions, et je vous lis juste ce passage pour terminer avec ce livre. Ça se passe il y a une grande réception à Londres où des tas de gens connus sont, en particulier Paul et Malvina, mais il n'en est pas question, là c'est Doug, le journaliste. Doug Anderton, seul, adossé à un mur, rédigeait mentalement les premières phrases de son article dominical. Il ne cherchait pas... spécialement. Son regard était fixé sur une scène qui se déroulait tout près de l'entrée, où le jeune couple arrivé juste après Paul, dans une limousine blanche, monopolisait journalistes et photographes. Je passe un petit peu. Il faut que je dise. Les journalistes, ils étaient jeunes, beaux, plutôt élégants, ils étaient passés à la télé et c'était suffisant. Et c'est ainsi que les photographes persistaient à les mitrailler, les journalistes à tenter de leur faire dire quelque chose d'accrocheur ou d'amusant, ce qui n'allait pas de soi car ils n'avaient pas d'esprit non plus. Et pendant ce temps, remarqua Doug, à 2 pas, attendant que sa femme revienne des toilettes, se tenait le professeur John Copeland, le plus grand généticien britannique, l'un des scientifiques les plus lus, régulièrement cité parmi les nobelisables. Mais personne ne le prenait en photo, personne ne lui demandait de commentaires. Il aurait pu tout aussi bien être un chauffeur de taxi sur le point de reconduire un invité. Aux yeux de Doug, cette scène résumait parfaitement tout ce qu'il avait à dire sur l'Angleterre de 2002. La superficialité obscène de sa vie culturelle, le triomphe grotesque du vernis sur le contenu. Il est très sévère sur ce lien politique-média. Alors, le livre suivant, on va garder les mêmes, sauf que dans les parents, il y a des disparitions, et qu'il y a une nouvelle génération. Avril 2010, le début, je vous avais pas dit tout à l'heure, c'est une dissolution, là encore. Cette fois-ci, Gordon Brown. Et après, les élections vont arriver, non, il n'y a pas tellement de majorité, mais il y a une coalition, comment ils appellent, les libéraux et les conservateurs, et c'est David Cameron qui est Premier ministre. Mais en même temps, décède Sheila Trotter. Donc on commence par les obsèques, la maman de Benjamin, de Loïs, de Paul, et on est aux obsèques de cette dame, avec Doug qui est là et qui rédige ses articles et qui suit toute la campagne électorale. Ce roman, je vous ai dit tout à l'heure, va mener au Brexit. Il est très centré sur un couple. C'est la fille de Loïs. Loïs, donc celle qui avait été dans le pub en 74, a fini par se marier. Elle vit plus ou moins séparée, dans 2 vies différentes, elle est toujours mariée. Elle a eu une fille, Sophie, qui jouait déjà un rôle dans les 2 premiers tomes, qui se marie. Alors, un mariage apparemment mal assorti. Sophie est une universitaire, prof d'art, et elle en a marre de ces garçons universitaires. Et voilà qu'elle rencontre, alors qu'elle a fait un excès de vitesse et qu'elle doit faire un stage, elle choisit de faire un stage pour récupérer ses points, elle tombe amoureuse du type de la prévention routière qui leur fait le stage. Bon, il se marie. Bon, elle n'a pas très envie, mais c'est lui qui voulait le mariage. Ce couple mal assorti va être le symbole de l'Angleterre de ces années-là, qui se fractionne. Et la couverture est très bien vue, je trouve. On voit un tir à la corde avec un homme, une femme qui tirent chacun de leur côté et l'Angleterre au milieu qui se fracture. Donc c'est pas souvent que j'ai lu bien des couvertures. Alors j'en suis loin.
c'est ce couple donc qui sert de métaphore au Brexit, et il y a une personne qui plus particulièrement nous montre toutes ces rancœurs dont parlait Cole tout à l'heure, qui monte dans l'Angleterre, c'est la maman de ce Yann, le mari de Sophie. C'est une femme assez amère, qui a une domestique une femme de ménage, pardon, qui est immigrée, très désagréable avec elle. Sophie essaie d'arranger les choses. Cette femme est persuadée que l'identité anglaise disparaît. Alors elle met dans l'identité anglaise aussi bien la chasse au renard, chasse à courre, interdite depuis longtemps, mais qui a toujours lieu, soi-disant. Donc pourquoi on nous l'interdit? Que ce qu'elle appelle la préférence pour les migrants. C'est-à-dire qu'elle estime que on donne plutôt les postes aux Basanais, toujours la même chose, plutôt qu'aux Britanniques de souche. En particulier son fils, voilà que Yann espérait vraiment une promotion, et celle qu'il obtient, c'est une de leurs amies, à Sophie et à lui, qui s'appelle Nachid. On ne nous dit pas son origine, mais son prénom laisse entendre qu'elle ne doit pas être anglaise de souche. Et cette Nachid, qui est parfaitement compétente, la mère et Yann lui-même n'arrêtent pas de râler, quoi que ce soit elle qui ait eu le poste. Et Sophie dit à son mari, ouais, bon, c'est ton orgueil de mâle qui est atteint, ce qui n'arrange pas leur situation. Ils seront séparés à un grand moment du livre. Alors, bon, j'ai fait beaucoup de choses, sauf si j'ai perdu. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a une deuxième chose. Elle dit que, voilà, cette dame, elle rencontre dans un dîner un industriel chinois qui est venu pour voir une industrie à Birmingham. Ils ont une discussion et elle dit aux Chinois, on dit qu'il y a une dictature chez vous, mais nous, on vit aussi en dictature. Le Chinois est très prudent, il ne commande pas, il dit, voyez-vous, ah oui, quoi? Et elle dit, c'est la dictature de politiquement correct. Donc Jonathan Coe aime beaucoup plaider toutes les facettes d'une chose. Le politiquement correct a des excès, il est essentiel pour certaines choses, donc il nous montre bien les réactions des différentes personnes face à ça. Une des histoires de politiquement correct qui a lieu, c'est Sophie, qui est donc prof d'art dans une université de Londres, qui un jour, pensant un petit peu à ses problèmes de couple plus, interroge une élève pendant son cours, qui n'arrive pas à choisir entre deux tableaux sur lesquels il faut voir telle influence ou telle autre. Bon, laisse tomber. Plus tard, elle doit prendre un rendez-vous avec cette même femme, qui, pour le tutorat, entre élèves et profs dans l'université, la fille n'arrive pas à choisir de date, donc Sophie dit, décidément, vous avez du mal à choisir dans la vie. Le problème, c'est que cette élève est une élève transgenre, c'est-à-dire que c'est une fille, mais génitalement, c'est encore un garçon. Et elle est dans la période où elle ne sait pas si elle va se faire opérer. Donc, c'est ce qui fait qu'elle-même ne répond pas trop. Alors là, Coriandre, c'est la fille de Doug et de son aristocrate. Il a d'ailleurs, dans ce tome-là, rompu et il vit avec une députée Tory. Donc, cette fille Coriandre, elle est la révoltée. Elle rejette son milieu, elle veut la justice et elle accuse donc sa prof, Claire, de transphobie. Et elle est suspendue de l'université. Claire est suspendue, absolument abasourdie, surtout que la jeune femme concernée lui dit qu'elle voit bien qu'elle n'a pas dit, il n'y a eu aucune méchanceté. Enfin, bon, c'était pour le moins maladroit, ça c'est sûr, mais elle avait oublié la situation de cette femme. Alors, c'est là où aussi on voit, pour gagner de l'argent quand même pendant ce temps, surtout qu'elle s'est séparée de son mari, elle prend des coups, elle accepte de participer à des tournages de films d'art pour la BBC. Et elle plaît tellement qu'on lui confie toute une série de films. Comme par hasard, l'université la réintègre. On voit que finalement, un lien avec les médias, c'est pas mal. Et elle est disculpée de l'affaire. Voilà. Alors, j'avais prévu, mais je l'enlève parce que là, franchement, de vous lire ce qu'était devenu ce pauvre British Leland. Il y a une scène dans ce livre très émouvante où le père de Benjamin, qui est veuf et qui ne s'arrange pas question de caractère depuis le premier tome, demande, et son fils va le voir régulièrement, son fils dont je vous ai dit qu'il a démissionné de son boulot, et il vit dans le Shropshire, la fameuse campagne merveilleuse, où il essaie d'écrire le roman de sa vie.
Et donc ce monsieur Trotter demande un jour à son fils, alors qu'il n'est pas bien du tout, de sortir et de l'emmener voir les usines. Et son fils essaie de lui expliquer qu'elles ne sont plus là, il n'y a plus d'usines. Bon, mais j'ai vu qu'il y avait un magasin, il ne peut pas y avoir un magasin à la place des usines. Et donc Benjamin l'emmène voir ce magasin où il n'y a que des trucs de luxe, il y a des panneaux partout, indiquant qu'on va faire des constructions nouvelles, des quartiers mirobolants. Et il dit sans arrêt, mais pour faire tout ça, il faut bien avoir un boulot. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Alors il demande à aller voir un autre endroit où il y avait aussi des usines British Leyland. Et là, c'est un terrain vague. Et c'est vraiment extrêmement émouvant de voir ce monsieur qui avait entendu dire depuis toutes ces années que ça n'existait plus, mais de voir physiquement le fait qu'il n'y a plus rien. Vraiment plus rien. Alors, s'il y a un moment où c'est expliqué, ça c'est dans la vie très privée de Monsieur Sim. Il y a le voyageur de commerce est originaire de Birmingham et il passe un moment devant là où il y avait les usines. J'étais en train de passer devant la vieille usine de Longbridge. Longbridge, c'est donc la commune au sud-ouest de Birmingham où il y avait ces usines. Et il y a la description en plus court de ce que c'est devenu. Hein. Effectivement, on fait des magasins et des maisons. Alors, j'ai été curieuse, j'ai essayé de trouver ce qu'il y avait à Birmingham maintenant. Et c'est là où je vois que, finalement, on a tous le moment où on arrive comme Monsieur Trotter, c'est-à-dire je ne comprends rien à ce que peuvent être ces usines. Il y a du boulot. Birmingham est la deuxième ville d'Angleterre, quand même. Mais c'est des boulots qui sont, pour moi, difficiles à comprendre, à vrai dire. Sur les services, sur... productif. C'est pas du productif. Bon. Alors, pour me diriger vers la fin, il y avait un deuxième employeur célèbre à Birmingham, c'est Cadbury. Les chocolats Cadbury étaient faits à Birmingham. Les frères Cadbury, depuis, il n'y a pas de diapo qui correspond. Les frères Cadbury, depuis la fin du 10e, enfin même le milieu du 19e siècle, ont lancé ces industries et au début du 20e, on construit un village moderne pour loger les ouvriers. C'était des puritains, donc ils se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de pub. Ça se visite toujours en Angleterre, maisons à colombage, beaucoup d'espaces verts, et tout près des usines Cadbury. Ce village s'appelle Bourneville, et c'est le titre du dernier roman traduit en anglais de Jonathan Coe. En français, ça a été traduit par Le Royaume des Unis. Dans ce livre, nous avons 7 étapes qui sont faites par des événements très médiatiques, donc retransmis le premier par la radio, les suivants par la télévision, qui font que tous les membres d'une famille se réunissent. Cette famille, c'est celle d'une certaine Mary Clark. Cette Mary Clark, en fait, a pour modèle la maman de Jonathan Coe. Elle a sa personnalité, tout son environnement familial est changé par le roman, mais elle est la même personnalité. Elle était prof de sport, elle vit dans le temps présent, elle aime toujours mieux les jeunes, elle finit par préférer ses petits-enfants à ses enfants, enfin bon. Et ces événements médiatiques, ça commence par le 8 mai 45, donc retransmission du discours de Churchill et du roi, dont les Anglais se moquent à cause de son bégaiement à la radio, et puis jusqu'au 8 mai 2020, commémoration des 75e anniversaire de cet événement. Alors, Jonathan Coe pointe du doigt dans ce roman le problème qu'il trouve être celui des Anglais. Il est très anglais, il est question essentiellement d'Angleterre. On disait britannique tout à l'heure, mais c'est anglais. Et des Anglais d'être bloqués sur la Seconde Guerre mondiale. L'époque de leur puissance, leur rôle magnifique qu'ils ont tenu pendant la Seconde Guerre mondiale, et sans arrêt, ils le remettent. Quand on fait une pub, on voit dans le livre, il y a un des fils de Mary Clark, il fait une pub pour des voitures, puisqu'il travaille chez British Leyland à ce moment-là qui existe. Eh bien, on mime un épisode avec des parachutistes, enfin, c'est la Seconde Guerre mondiale qui est en arrière-plan. Donc ça, il dit sans arrêt, Jonathan Coe, il serait peut-être temps qu'on tourne la page. Bon, qu'on trouve autre chose. Alors, les événements, il y a 7 événements qui ponctuent cette histoire. Beaucoup concernent la famille royale. Tout simplement parce que j'ai dit tout à l'heure, médiatique. Et qu'est-ce qui fait que se rassemblent devant des télés des gens? Eh bien, le couronnement, d'abord, c'est en 53, le père de Mary Clark, donc ce serait le grand-père de Jonathan Coe, avait déjà une télévision.
Et donc tout le quartier est venu regarder le couronnement de la reine et tout le monde y va de son commentaire, empêchant les autres d'ensemble. Enfin, classique quand une famille est réunie devant une télévision. Il y a donc 4 événements qui concernent la famille royale, mais à chaque fois ça s'intègre très bien dans la vie de la famille. En particulier, là où il est le plus, où il nous montre comme ça peut être terrible, c'est au moment des obsèques de Lady Di. Enfin, en particulier sa mort. Et parce qu'il se trouve qu'un des fils de la famille vit un très grand moment de bonheur à ce moment-là. Et il sort avec son compagnon, puisque c'est un homosexuel, et il sort avec son compagnon dans les rues, et il rit, il se raconte des trucs, et ils se rendent pas compte qu'ils arrivent pas loin des chambres, ils traversent le long du Parlement, et qu'ils ne croisent que des foules éplorées. Et ils manquent de se faire tuer. Tout simplement parce qu'ils sont en train de rire, alors que c'est une obsèque. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il n'est pas un inconditionnel de la famille royale. Il dit que s'il ne comptait qu'à lui, il n'y aurait pas. Mais que s'il doit être honnête, c'est un moment, la famille royale est quelque chose qui fait que tous les Anglais se retrouvent devant leur poste. Alors, pour terminer sur cette évocation des romans politiques, je vous ai dit tout à l'heure que Boris Johnson avait vraiment une tête de Turc, c'est Boris Johnson. Entre autres seulement, parce que il a respecté le confinement, Jonathan Coe, et que sa maman est morte pendant le confinement à Birmingham, et qu'il ne s'est donc pas déplacé. Or, il a su dès la veille, il savait ce qu'elle avait, qui risquait un anévrisme particulier qui risquait d'être fatal. Quand elle a commencé à souffrir, il n'y avait aucun infirmier compétent qui était libre pour lui donner ce qu'il fallait pour arrêter, en fait. Enfin bon, c'était une série de quiproquos, il n'était pas là, et il en veut à Boris Johnson d'avoir fait la fête le même jour, en Angleterre. Alors, un des fils, alors quand même, j'ai peur de vous faire peur avec la dernière diapo. Ah non, c'était bien, voilà. C'est l'arbre généalogique qui est sur 2 pages au début de ce roman. La famille dont il est question, c'est celle du milieu. Marie, elle est dans la 2e ligne. Elle est dans la 2e ligne et elle a un de ses fils, Martin, je parle que de ça pour l'instant, qui travaille chez Cadbury. Leur maman, Marie, elle leur glisse tout le temps des chocolats Cadbury et il est lobbyiste pour les Cadbury auprès de l'Union européenne pour essayer d'entrer, ça a duré des années cette histoire-là, pour que les Anglais sortent de l'UE d'ailleurs, pour essayer d'homologuer les Cadbury pour des chocolats. Voilà. Alors, donc la moitié de la semaine, il est à Bruxelles, où il fréquente beaucoup les journalistes, et petit à petit, il entend parler d'un très spécial que les autres admirent éperdument. Martin commença à entendre des bruits de couloir au sujet d'un membre de cette fine équipe qui semblait assez différent. Il arborait une tignasse rebelle de cheveux blonds et se baladait dans Bruxelles au volant d'une Alfa Romeo, écoutant du heavy metal à fond les ballons sur l'autoradio. Il connaissait l'UE par cœur parce qu'il avait passé une partie de son enfance à Bruxelles. Il était allé à Eton patati. Bon. Il avait décidé de survivre au travail fastidieux que lui imposait son poste de correspondant à Bruxelles pour le Daily Telegraph, en traitant tout ça comme une vaste blague, en manipulant les faits comme bon lui semblait, et en tournant tous ses papiers de façon à montrer que le fonctionnement du Parlement européen faisait partie d'une vaste conspiration visant à contrarier systématiquement les Britanniques. Son journal l'employait comme reporter, mais il n'avait rien d'un reporter. C'était un satiriste, un tenant de l'absurde, et il s'amusait manifestement tellement et était si bien parti pour se faire un nom que tous les autres journalistes se consumaient de jalousie. À la fin du paragraphe, on nous dit qu'il s'appelle Boris. Le dit Martin, par l'intermédiaire d'un parlementaire européen français, rencontre un chocolatier français. Parce que c'est évidemment la France, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, la France, la Belgique, je sais plus qui, enfin, il y avait un groupe de pays contre le fait que Cadbury soit homologué comme chocolat, et puis toute une autre série de pays. Donc il rencontre et puis juste quand paraît un article concernant Martin, écrit en se moquant. Alors, c'est le chocolatier qui parle. Vous savez ce qui me déplaît vraiment là-dedans, ça m'a fait rire. J'ai ri malgré moi. D'une certaine façon, vous voyez, il y a quelque chose de tellement vulgaire et outrancier là-dedans que ça en devient presque humoristique. C'est ça qui est vraiment caractéristique du journaliste britannique. Et c'est ce qui le rend si dangereux. Pousser les gens à détester l'Union européenne, c'est une chose.
mais les pousser à en rire, à la considérer comme une farce, eh bien, c'est très puissant comme angle d'attaque. Il n'y a pas plus puissant, en fait. Et il glisse sur Boris Johnson. Tout ce que je peux vous dire, Monsieur Lamb, c'est Martin, c'est de faire attention à ce monsieur. Il a le potentiel pour causer un tas de problèmes. Il devient Premier ministre, et quand il annonce les règles du confinement, voilà qu'il fait un discours à la Churchill. Grave, prenant des accents churchilliens, ça lui va pas du tout. Et les Anglais sont stupéfaits, et ils n'écoutent pas du tout ce qu'il dit, puisque ils sont habitués à ce qu'il fasse des vannes à longueur d'intervention, qu'il cite des auteurs latins hors de propos, enfin, que ce soit du n'importe quoi improvisé comme d'habitude, et voilà qu'il nous fait du Churchill. Donc en fait, il y a encore un moment de moquerie à ce propos. Alors, si j'ai mis cet arbre généalogique en diapo, c'est que je ne peux pas m'empêcher de parler des livres dont je ne parlerai pas. C'est que tout est lié. Ça, vous avez là à peu près tous les personnages des romans de Jonathan Coe. Ceux de droite, c'est les trotteurs de Bienvenue à l'anglais, de Bienvenue au club, je mélange tout, Cercle fermé, enfin les trois assez autobiographiques. Vous avez Benjamin dedans. Mais ceux qui sont à gauche, on les rencontre dans plusieurs livres. La pluie avant qu'elle tombe est un roman que j'ai beaucoup aimé, assez intimiste, qui est raconté par une certaine Rosamond, vous la voyez ici, née en 1933, qui a choisi sa mort visiblement, mais avant de mourir, elle avait, les dernières semaines, fait un empilement de photos numérotées. Elle avait enregistré l'histoire de sa vie par étapes, là aussi, sur des cassettes vidéo. Rosamond, elle est juste au niveau de la barre rouge. C'est une cousine germaine de la Marie qui est faite à l'image de la maman de Jonathan Coe. Et donc c'est pour sa nièce Gilles qu'elle fait cette chose-là. Voilà. Donc on a toute l'histoire là de l'Angleterre par une petite fille qui est née, qui était petite pendant la guerre et qui, à cause des bombardements, était envoyée à la campagne, comme il y a eu en France aussi. Moi qui suis du Creusot, j'ai souvent des échos sur ces choses-là. Et donc elle part, c'était pas les mêmes qui bombardaient, c'est tout. Elle part à la campagne et ça va la marquer pour le restant de ses jours. Après elle déménage et tout. La Gilles, l'important, en fait, mine de rien, qui est un de ces personnages dont Jonathan Coe dit qu'il aimerait bien se débarrasser, c'est-à-dire ces hommes, comme le portrait qu'il fait de lui, c'est-à-dire plutôt timorés, plutôt qui s'engagent pas, mais qui sont très intello, mais qui sont toujours à côté de la plaque finalement. Eh bien, il en a un, il dit je n'arrive pas, il faut toujours que j'en mette un quelque part, et il y en a un qu'on trouve dans plusieurs romans, c'est Thomas. Thomas, c'est le beau-frère de Rosamond, il est sur la même ligne. Ce Thomas, c'est celui qui est le personnage principal dans Expo 58. Expo 58 se passe à Bruxelles. Il est envoyé pour superviser pendant 6 mois à Bruxelles les choses qui se passent dans le pub qui est à côté du pavillon britannique. Pavillon britannique a une architecture extraordinaire d'ailleurs. Hein. Et donc, en fait, il est approché par les services secrets et bon, il est très innocent et il ne se rend pas compte mais qu'en fait il travaille pour les services secrets, donc on vient l'interroger, puis quand il veut pas faire quelque chose, des types apparaissent un peu grotesques d'ailleurs, un peu Dupont, essaie de le convaincre, mais si, il faut qu'il le fasse quand même, donc il se laisse manipuler tout le temps. Mais bon, c'est Expo 58. Ce Thomas, on le voit dans la pluie avant qu'elle tombe aux obsèques de la fameuse Rosamond, on le voit de dos. Et on apprend dans le dernier, dans celui-là, on apprend enfin quel était son rôle. Il décède là-dedans et son fils est abasourdi au Pays de Galles. Le Pays de Galles est quand même beaucoup plus présent comme autre membre du Royaume-Uni que l'Écosse, qui n'est pas du tout. Donc au Pays de Galles, il rencontre une personne qui est dans les mouvements très anti-anglais au Pays de Galles. C'est lié à l'intronisation dans ce roman-là de Charles comme prince de Galles. Il y a beaucoup de remue-ménage à ce moment-là. Et donc on comprend qu'il travaille pour le ministère de l'Intérieur. Enfin. Et c'est ce Thomas qui était ami avec Billy Wilder. Dans Monsieur Billy Wilder et moi, la seule chose que j'en dirais, c'est que Billy Wilder, à la fin de la guerre, est revenu en Angleterre comme membre de l'armée américaine
pour essayer de trouver tout ce qu'il y a eu comme film de faits. On a déjà découvert les camps de concentration, tout ce qu'il y a eu comme bobine de faits au moment des libérations des camps. Il se sent particulièrement, bien sûr, concerné, Billy Wilder. Et le petit jeune qui travaille au ministère de l'Information à l'époque, qui l'aide, donc encore avant Expo 58, c'est notre Thomas Follet. Mais ils se lient tous les deux, Thomas et Billy Wilder, ce qui explique que quand sa fille Gilles va partir aux États-Unis avec une copine pour faire le tour des États-Unis, quand tu passeras à Los Angeles, va voir. Or la gamine ne sait absolument, un peu comme il était dans le premier texte dont je vous ai parlé là-dedans, il n'avait jamais entendu parler de Billy Wilder quand il avait 14 ans, Jonathan Coe. Mais c'est un petit peu pareil. La Gilles, elle se retrouve dans un restaurant avec Billy Wilder et son scénariste et leurs épouses respectives, et elle ne sait pas du tout qui c'est. Et elle voit que Al Pacino passe et vient lui parler, enfin, et les gamines sont pour le coup complètement en dehors de la plaque. Et c'est après une des filles va servir d'interprète à Billy Wilder pour le tournage de Fedora. Mais il l'avait rencontré aussi quand Billy Wilder a tourné à Londres La vie privée de Sherlock Holmes, le fameux Thomas Follet était là aussi, il rencontrait Billy Wilder. Voilà, donc il y a un lien entre tous ces livres, et on découvre à la fin donc du dernier traduit que Thomas avait une fille secrète. Donc un jour j'ai entendu un entretien de Jonathan Coe disant que il y avait des personnages qu'il avait laissés de toute cette tribu-là et qu'il fallait qu'il reprenne. Donc je me suis dit ce sera peut-être la fille secrète qui réapparaîtra. Donc il y a toute une communauté de personnes, à chaque fois dans des livres quand même assez différents. Je ne vous ai parlé, je vous ai dit, que des politiques. Mais j'ai beaucoup aimé Monsieur Wilder et moi. Enfin, en anglais c'est Monsieur Wilder et moi, Billy Wilder et moi en français. La pluie avant qu'elle tombe, c'est les paroles. J'ai oublié de vous dire, alors là, je reviens en arrière. Le Bienvenue au Club. Ça s'appelle en anglais The Rotters Club. C'est le titre d'un album de rock, bon, qui était un grand succès dans le milieu de ces petits jeunes lycéens. Ils cherchaient à jouer du rock. Et The Rotters Club, c'est donc le titre, mais ça pourrait se traduire par le club des pourris, les sales types. Rot, to rot, c'est pourrir. Et voilà qu'en français, ça a été traduit par les rotteurs. Alors j'en suis resté un peu bizarre. Alors évidemment, le nom de Trotter choisi, ça va bien parce que Benjamin et Loïs, dans leur école privée, ont comme surnom The Rotters Club. Mais du coup, en français, c'est les rotteurs. Les rotteurs, ça me semble un peu une drôle d'idée, mais enfin bon, c'était le truc. J'avais oublié de vous parler de ce titre qui était un groupe de rock, à propos de la musique. Juste en guise de conclusion, elle est là. Voilà ce que dit Jonathan Coe, mais ça commence un peu à dater. J'aime mon pays de la même façon que l'on aime sa famille. C'est pour ça que j'ai choisi cette citation. Il y a le pays, la politique et la famille. J'aime mon pays de la même façon que l'on aime sa famille. On ne la choisit pas. Il y a des choses que vous adorez, d'autres que vous haïssez, mais c'est la vôtre et vous lui êtes loyal. Je ne quitterai jamais ma patrie à cause de son gouvernement. Alors il précise, même si l'actuel ne me convient pas, mais c'était l'après-Cameron. Il faut rester et se battre. Les gouvernements finissent toujours par changer. Voilà. Vous avez dit... Bravo Françoise d'avoir réussi à faire le lien entre tout ça. Ah oui, alors bravo. Bah, dans la mesure où je les ai tous relus, 1h03 quand même. Non, mais c'est énorme. Et d'avoir réussi à repliquer tout le monde et le resituer, ça, bravo. Bravo. Oui. Est-ce qu'on peut piocher un livre comme ça Et me l'emprunter. Non. C'est pour savoir s'il faut suivre. Moi, mon préféré de dernière lecture, c'est numéro 11. Non, c'est pas ça qu'on fait. Est-ce qu'on peut le lire en dehors de tout contexte? Ah oui. Thomas Follet, mais attendez, à première lecture, j'y ai rien vu à tout ça. C'est sûr. Il y en a deux que j'ai pas relus. C'est La Maison du Sommeil, que pourtant j'avais énormément aimé, que j'avais offert. Mais je sais pas, j'ai buté. Or, justement, dans La Maison du Sommeil, il y a un type qui fait sa thèse sur les films coupés. Et donc, en particulier, le Billy Wilder et la vie privée de Sherlock Holmes. Mais d'autres aussi. La vie privée de Sherlock Holmes, oui, c'est très surprenant. Mais il est bizarre, ce film.
Oui, moi aussi, je l'aime bien parce que je l'ai revu là maintenant, il n'est pas dernièrement, alors que j'avais lu le livre. Donc, à cause de Jonathan Coe, je lui ai trouvé de l'intérêt. Mais on peut lire, en effet, un livre tout seul. Ah oui, chacun des livres sont indépendants. Même la trilogie, là, on sait pas, les gens, ça suffit, c'est un temps. Vous avez vu, à chaque fois, il y a 20 ans, elle dit qu'elle retrouve des copains, peu importe si on n'avait pas lu le premier. Donc, il y a La Maison du Sommeil que j'ai pas relu, et la vie privée de Monsieur Sim, parce qu'il est un petit peu déprimant, je trouve. La vie très privée de Monsieur Sim. Oui. Oui, attendez, elle n'est pas loin. Ben là voilà. La Maison du Sommeil, donc c'est très sophistiqué aussi comme roman. Ça mélange plusieurs époques. Son admiration pour la vie privée de Sherlock Holmes se voit parce que tous les noms des maisons, des lieux, du café, il y a un Valadon's café parce que il y a une Madame Valadon dans la femme qui est une espionne allemande dans la vie privée de Sherlock Holmes, elle s'appelle Valadon, un faux nom, elle s'appelle Valadon. Et il y a plein de noms comme ça. La pluie avant qu'elle tombe, j'ai adoré ce livre au début, je l'ai trouvé un petit peu plus ennuyeux à troisième lecture, c'était la troisième. La vie privée de Monsieur Sim, je l'ai pas relu, j'avais souvenir de l'avoir trouvé déprimant, donc j'avais pas envie de me déprimer. Expo 58, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe à Bruxelles, donc c'est un lien de plus pour moi. Numéro 11, je l'ai bien aimé. Tous ils sont bien. Et le prochain va être bien aussi. Il va paraître l'année prochaine. Tu l'as déjà lu en anglais? Oui, je l'ai lu. Alors, ce qui me choque, c'est que les Winchaux reviennent. Tout bien montrer le fil. Les Winchaux reviennent. Henry, c'est normal, puisqu'il est à Oxford. Non, je dis une bêtise. Ça se passe à Cambridge dans les années 80, donc il est déjà homme politique. Mais il fait une intervention à un moment dans une conférence à l'université, donc ça c'est normal qu'il y ait Henry Winchaux. Par contre, Joséphine Winchaux, elle est dedans aussi, celle qui est censée être mangée par l'araignée. Et il me semble qu'elle devrait être morte. Bon, je cherche pas pour l'instant, j'ai peut-être pas bien fait attention aux dates, parce que je vous ai dit, il nous manipule beaucoup aux questions temporalité. Il faut. Puis toujours, il aime bien faire les échos, donc il joue là-dessus. Vous voyez, par exemple, Testament à l'anglaise, l'Irak revient dans beaucoup de choses. Il y a des obsessions, l'Irak, les guerres avec l'Irak, et ça y est, j'ai perdu. Le NHS, le service de santé. Il en est question à peu près dans tous, visiblement. C'est encore plus que la Sécu pour nous. Et quand ils veulent attaquer quelqu'un, c'est le gouvernement Attlee, après la guerre, qui a mis en place le NHS. Quelle réception il a eu ces critiques? Oui, c'est assez bizarre, non, je crois pas que... Oui, il est bien reconnu, il est invité dans les médias, mais les pubs sur les journaux anglais, c'est un des plus grands auteurs britanniques vivants. Bon, il plaisante là-dessus, il parle des autres. McEwan, Amis, la famille Amis, père et Martin, je sais plus quel est le fils de l'autre. Il en parle beaucoup. Non, il n'a pas de problème. Moi, j'ai aussi pointé les attaques. C'est noyé dans des histoires, parce que c'est très mélangé. Ce sont des romans, vraiment. Ce ne sont pas des pamphlets. Bon, son interrogation sur les satiristes, elle est bien. Elle est bien, mais il semble faire la confusion entre satiriste et comédie. Comédie, c'est pas la même chose. Donc lui, il est quand même satiriste. C'est sûr que son rêve Oui, très. Mais le dernier, c'est apocalyptique, parce que ce qui arrive aux États-Unis, lui, il pense que l'Angleterre est partie pour ça. Et justement, ça se passe, celui-là, pendant, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mois et demi où Madame Liz Truss a été première ministre, et qu'elle a voulu tout casser, au point que c'est la City qui n'en voulait plus. Donc alors, elle est de la mouvance extrême droite. On voit Madame Truss a toujours une carrière maintenant, et elle va au Congrès républicain aux États-Unis. Donc il est inquiet de cette montée de l'extrême droite. Il ferait un très bon personnage de Coe. Oui. C'est presque un personnage de roman. Lui-même, oui. Le côté éphémère, et en même temps, ce qui
d'Estradelle, c'est que c'est la dernière première ministre à avoir vu la reine, puisqu'elle était oui, Liz Truss, oui. La veille de sa mort. Mais c'est-à-dire que voilà, dans celui-là, celui que j'ai lu en anglais, justement, il y a un congrès dans la campagne d'un groupuscule d'extrême droite, infiltré par un de nos héros venant du Cambridge, en même temps. Jonathan Coe est dedans d'ailleurs, dans le livre, mais pas sous son nom, mais on le reconnaît. Et il veut pas se mêler de la politique, justement. Et l'autre, son copain, qui est très, très engagé, se retrouve à aller comme espion, mais il est connu par les autres, puisqu'il était à Cambridge en même temps. Et donc, il finit par être tué d'ailleurs. C'est le point on suit. Il y a toujours un petit côté policier qui est suivi. Et il dit que la reine mort, donc tout s'arrête. C'est-à-dire on arrête le congrès de ce groupuscule. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le nom, le cercle fermé, je vous ai pas parlé, c'est le nom d'un groupe d'étudiants assez fachos dans l'école privée de Birmingham. Alors, il en met des éléments qu'on connaît, c'est des garçons, on les connaît tous, ces élèves, les copains du héros. Et il y en a un qui va devenir super milliardaire après dans les tomes suivants et qui fait des think tanks de très très à droite. Et donc, on a l'impression que ces écoles privées, c'est des creusets pour que ce recours, enfin, il le montre bien, il en a fait partie, mais il le montre bien. Et donc, dans le dernier que je vous conseille, c'est à Cambridge. Alors, Cambridge, ça a aussi fait des espions pour l'Union soviétique. Bon, ils sont spécialistes pour les groupuscules, finalement. Bon, j'avais peur un peu de vous lasser avec toute la vie politique britannique. Je me suis enfilé des pages de Guardian qui sont traduits automatiquement. J'ai même pas besoin de faire des efforts. Google a décidé que je lisais en français. Donc dès que j'ouvre le Guardian, je dis chic, paf, ça passe en français. Bon, je cherche pas à changer parce que ça me rend service. Ça permet d'aller plus vite aussi. Mais non, mais ça reste très romanesque. Oui, c'est ça. Il faut pas oublier que c'est très romanesque. Et le lien que tu fais avec les films, c'est quand même amusant. Mais il y a du sous-texte parce que moi, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que il y a de plus en plus l'arrière-fond musical qui est très présent, mais je suis assez nulle côté musique. Voilà, l'arrière-plan musical est rock dans Bienvenue au Club, puisque le titre du livre en anglais, The Lotus Club, est le nom d'un groupe de rock. Mais avec le temps, c'est plus la musique classique qui l'emporte et les vieilles, voilà, c'est l'âge, les vieilles ballades anglaises. Alors là, pour celle-là, j'ai déjà oublié ce que c'est. Ah si, Lord Randall. Ça s'appelle la balade qui revient sans arrêt. Et puis dans les derniers, avec Benjamin, là, le cœur de l'Angleterre, Benjamin et sa sœur vont répandre les cendres de leurs parents, les deux. Ils avaient gardé pour que ce soit ensemble. Et ils vont sur un des sommets du Shropshire, toujours, le Wrecking, ça s'appelle. Et c'est vrai, c'est un beau paysage de bocage, moi qui aime le bocage. Et pendant ce temps-là, ils passent avec un lecteur, je sais pas, Bluetooth ou autre, ils passent une balade aussi, Oh, ma vieille Angleterre. Et la musique de cette balade, qui est immémoriale, paraît-il, Oh, ma vieille Angleterre, les paroles nous en sont données. Et ils mettent cette musique. Et il y a aussi un musicien britannique qui s'appelle Vaughan Williams. Vaughan Williams, j'ai écouté, il a fait des symphonies, il écoute beaucoup. On en parle beaucoup dans le cercle fermé et Bienvenue au Club. Puisque Benjamin est très très musicien, il aime beaucoup la musique. Quand on lui passe un air de musique classique commence, il sait tout de suite, même du Fauré, n'importe quelle sonate, voilà, impressionnant. Il rêve de faire un livre qui fasse la jonction entre la musique et la littérature. Donc, quand il propose son travail après 25 ans de travaux, il montre à ses copains là, du groupe ce qu'il a fait. Ils sont stupéfaits, ils voient arriver une pile de 1000 feuilles et des CD à côté. Et il faut écouter la musique en même temps qu'on lit. Et Jonathan Coe dit qu'il est incapable d'écrire s'il n'y a pas de la musique derrière. Et qu'il sait toujours ce qu'il a envie d'écrire, donc quelle musique va aller avec. Et qu'il n'est jamais sans musique. Alors, moi, je peux plus rien faire avec musique. À part peut-être la cuisine, mais comme je la fais pas. Il y a
Bon, allez, on va boire un coup maintenant.